Bonjour à tous. Merci beaucoup à Michael Thévenin d'avoir accepté de venir assurer cette première séance de l'année du séminaire de la Société des études arméniennes pour un sujet qui est vraiment très novateur sur une approche anthropologique euh, ayant trait à l'Arménie et sur des sujets dont on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre parler. Donc voilà, on est très friand de ce que vous avez à nous apporter et je pense qu'il y aura une discussion très intéressante tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup. Alors d'abord, oui, merci à Madame Donabédian et à Victoria de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Donc je suis vraiment très content de parler de pastoralisme en Arménie parce qu'effectivement, c'est un sujet assez bizarrement qui est assez peu abordé alors qu'il y a des films qui parlent de bergers arméniens. Il y a plein de choses qui montrent qu'il y a un pastoralisme arménien, qu'il y a une culture pastorale arménienne, mais effectivement, c'est quelque chose qui est finalement assez peu abordé. J'expliquais tout à l'heure à mes hôtes qu'effectivement, j'avais participé à des journées d'études sur le Sionik qui avaient été organisées par l'Institut d'ethnologie et d'archéologie d'Erevan. Et effectivement, sur une quarantaine d'interventions, j'étais le seul à parler de pastoralisme et de berger. Et donc, c'était assez étonnant. Et effectivement, je me rappelle aussi un petit peu de l'accueil qui m'avait été réservé par les chercheurs arméniens ce jour-là, où on me disait en gros, ben non, il n'y a pas de bergers arméniens, tous les bergers, ils sont yézidis. Donc voilà, c'était assez étonnant d'entendre ça, et je pense que à la fin de mon petit exposé, je pense que ça méritera vraiment des questionnements sur ce rapport que les Arméniens ont avec le berger, la pastorale et les transhumances, quoi. Donc, le titre tente à montrer que je serais allé au Karabakh. Non, je ne suis pas allé au Karabakh parce que tout simplement, lors de mes missions, j'avais des budgets, etc. J'étais dans des institutions et à l'époque, effectivement, aller au Karabakh, ça voulait dire recevoir un tampon sur mon passeport et j'aurais pris des risques et j'aurais fait porter des risques, en tout cas aux institutions qui me finançaient, si effectivement j'étais allé au Karabakh. Par contre, il y a des choses que j'ai observées qui allait au Karabakh. Donc, ça me permet justement de poser ça dans le titre, les résistances pastorales dans le Sunnik et le Karabakh. Alors d'abord, je tiens à remercier, car je n'aurais pas pu faire ces terrains sans eux, Roman Ovsepian, justement, de l'Institut d'archéologie et d'ethnologie d'Erevan, Anna Mirkian, qui a été la traductrice qui m'a aidé à travailler sur l'Arménie, puisque je ne parle pas arménien. Mon travail, en tout cas mes terrains habituels, sont plutôt les régions kurdes, et donc le Kurdistan, et donc je pratique plutôt le kurde. Il s'avère qu'en Arménie, en pratiquant le kurmanji, qui est une des langues kurdes, en fait, donc ça nous permet de voyager à la fois dans l'est de la Turquie, dans le nord de l'Irak, mais aussi en Arménie, puisque les yézidis et les Kurdes yézidis, hein, c'est deux groupes différents, enfin en tout cas qui s'identifient bien différemment, parlent une langue qu'ils appellent eux-mêmes le Esdiki, mais qui est en fait le kurmanji, c'est-à-dire la langue kurde qui est parlée en Turquie. Donc, merci à Anna d'avoir été là et surtout, merci à Martine Ovanessian qui a été ma directrice de recherche pendant mon doctorat. C'est elle qui m'a amené sur le terrain arménien. Martine est décédée durant mon doctorat et donc j'ai une pensée pour elle et une nouvelle fois, je la remercie pour ce travail pour le terrain qu'elle m'a offert pour l'Arménie, sur l'Arménie. Je remercie évidemment les habitants d'Arménie pour leur accueil chaleureux. J'avoue que venant de terrain kurde, habituellement, j'ai vécu là-bas des choses vraiment étonnantes avec ces villageois. Je leur ai trouvé beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup d'humour, alors qu'ils vivent des choses pas du tout faciles. Je me rappelle de ces entretiens très tôt le matin à 8 heures où, avant de commencer l'entretien, il fallait d'abord boire son cognac. Si on ne buvait pas son cognac, l'entretien ne démarrait pas. Et en fait, c'était vraiment à chaque fois la porte d'entrée pour un entretien, c'était de voir si j'étais capable d'avaler un cognac cul sec. Et comme, bon, j'ai un peu de la bouteille, c'était possible. Et donc, vraiment, voilà, j'ai vraiment une grande pensée pour les villageois arméniens qui m'ont accueilli chaleureusement. Alors, les résistances pastorales. Mon exposé va se dérouler en 3 étapes. D'abord, je vais présenter mon terrain, dans quel cadre il s'est fait.
Deuxièmement, je vais présenter le contexte socio-économique et pastoral arménien durant l'enquête, puisque cette enquête a été faite avant les événements récents du Karabakh. Et en troisième partie, je parlerai justement de ce que j'appelle les résistances pastorales dans le Sunnique et le Karabakh, et je défilerai différents sujets à l'intérieur de ce chapitre. Alors, les terrains. Alors, j'ai fait 2 terrains là-bas, un en été 2016 et l'autre en octobre 2017. Sur un total, en gros, de 30 jours de terrain, et on a effectué 70 entretiens avec Anna. Ça a été vraiment des terrains extrêmement intensifs, et Anna a été superbe là-dessus, puisqu'elle a vraiment suivi tout ce cheminement, et on a dormi sous tente. Enfin, vraiment, ça a été vraiment une aventure humaine assez intense. Ces 2 terrains se sont faits à l'intérieur du projet Alia France-Arménie-NASA, qui était porté par Archéo-Orient, sous la direction de Bérangère Perello. C'était une équipe d'archéologie qui m'ont demandé de travailler sur les pratiques pastorales pour en fait chercher des liens entre à la fois les objets qui étaient trouvés, les artefacts qui étaient trouvés et les déplacements des troupeaux. Parce que souvent, effectivement, le Caucase et le Petit Caucase est un haut lieu en fait de la néolithique, en fait, c'est-à-dire cette apparition de la domestication animale. Derrière ça, il y a eu aussi une coopération avec le CIRAD, puisque le CIRAD, sachant que je partais là-bas, m'ont demandé de travailler aussi sur le commerce de moutons et sur les mobilités ovines dans le cadre de ce commerce de moutons. Et enfin, comme je le disais, les entretiens ont été faits en arménien, en azdiki, donc, qui est le Kurmanji, que j'ai pu parler avec les Yézidis un petit peu, et en anglais aussi. Alors, les objectifs de ces terrains, c'était donc observer les pratiques pastorales et les déplacements saisonniers. Comme je disais, des éleveurs kurdes yézidis, mais aussi des yézidis. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, puisque certains yézidis se disent absolument pas kurdes, et d'autres yézidis se disent, mais non, on est kurdes, mais aussi yézidis. Donc ça, c'est vraiment une distinction qu'il faut faire entre ces 2 populations. Mais aussi donc les pratiques pastorales chez les éleveurs arméniens. Il s'agissait donc, je le disais, de travailler sur la mobilité commerciale aussi, mais aussi sur les rituels liés au pastoralisme. Là, sur cette photo, vous avez un des exemples de ces rituels, c'est le Baran Darlan, qui est pratiqué chez les Yézidis, c'est-à-dire en gros, c'est la mise des béliers dans le troupeau au retour des transhumances. Et à cette occasion, on décore les troupeaux, on décore les béliers. Et souvent, c'est aussi l'objet de paris, c'est-à-dire effectivement le premier bélier qui va monter une brebis, si ce bélier appartient à un tel éleveur, il aura un cadeau, etc., etc. Donc, en fait, il y a tout un rituel qui s'appelle le Baran Dardan, en Turquie, ça s'appelle le Koç Katimi, et qui est vraiment quelque chose de très commun chez les populations nomades de ces régions-là. J'ai travaillé aussi sur la fête de la tonte du mouton, on en reparlera. Alors, les résultats, ça a été beaucoup de cartes. Donc là, on a effectivement les déplacements pastoraux donc en Arménie, donc avec ici les zones d'hivernage des éleveurs. Donc une première zone ici dans la plaine de l'Ararat, une deuxième zone ici dans la plaine de Kapan et de Mekri, mais aussi une troisième zone qui était en tout cas sur les bords de l'Arax dans l'ancienne République d'Artsakh. Avec les flèches ici, vous avez les directions des transhumances, des déplacements saisonniers entre l'été et l'hiver, donc autour du lac d'Arpi ou bien sur les massifs de Guéram, et aussi dans le Sunnique. D'autres cartes, ici, voilà, j'ai fait un focus sur la région du Chirac, avec effectivement, on est allé interroger des éleveurs qui faisaient ce déplacement-là. On a repéré les différentes étapes qu'ils utilisaient pour stabuler le troupeau pendant la nuit et faire un espèce de récapitulatif pour savoir pourquoi ils choisissaient cet endroit-là et pas un autre. Donc, il y avait différentes possibilités, soit l'apport en eau, soit l'existence d'anciennes sauf-causes qui leur permettaient de garder le troupeau comme une forme d'enclos, et aussi le passage à Gyumri qui leur permettait de rencontrer les vétérinaires et de faire vacciner les bêtes, etc., etc. Donc ça, c'était une partie du travail. Ici, vous avez ce travail photographique aussi que j'ai fait. Là, nous sommes sur les alpages du lac d'Arpi, donc les estives du lac d'Arpi. Et là, en face, sur le col du Karlalach, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, voilà. Des endroits extraordinaires. D'autres cas, là, nous sommes sur les mobilités commerciales. Donc, avec ici, j'avais repéré tous les abattoirs et les marchés aux bestiaux, avec effectivement ici tous les intermédiaires de ce marché. Il faut savoir, par exemple, que les Yézidis, ceux qui ont arrêté l'élevage, se sont reconvertis dans la vente et dans le commerce de moutons. Et souvent, ils parcourent l'ensemble de l'Arménie pour aller chercher 3-4 moutons pour constituer à un moment donné un gros troupeau qu'ils vont vendre ensuite ou bien aux abattoirs ou bien à des intermédiaires qui, eux, travaillent par exemple pour l'Iran.
Alors, il y a eu une exposition photographique à la MOM, avec effectivement ce travail photographique que j'ai pu faire sur l'Arménie. Là, vous avez une famille de chers yézidis qui pratiquent un élevage spécialisé, donc qui ont 400-500 têtes, que j'ai pu rencontrer à la fois sur leurs alpages, mais aussi dans leur village qui est à côté de Yerevan. Et puis aussi une possible enquête un jour, effectivement, tout un travail photographique à faire sur ces roulottes qui sont utilisées par les bergers, surtout yézidis, et qu'on trouve vraiment, qui est une spécificité, je dirais, des estives arméniennes. Je n'ai pas vu ça en Turquie, je n'ai pas vu ça en Azerbaïdjan, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'aller en Azerbaïdjan. Je n'ai pas vu ça au Kurdistan irakien. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est assez typique. Alors, je ne sais pas si on retrouve ça en Géorgie, ce serait à voir, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais, pour l'instant, jamais vu. Et effectivement, ça donne l'occasion vraiment à faire pourquoi pas un travail photographique sur ces abris d'estive spécifiques. Donc, les articles aussi, bon, ça, je passe. Donc, je passerai à la deuxième partie. Maintenant, le contexte socio-économique pastoral arménien durant l'enquête. Donc, une nouvelle fois, l'enquête s'est déroulée en 2016-2017. Alors, à cette époque-là, on sortait d'événements récents assez dramatiques qui ont été bien mis en place, enfin, qui ont été bien détaillés par Martin Vanessian notamment. Il y a eu le tremblement de terre de 1988, et ça va avoir un impact, vous allez voir sur l'exposé, sur le pastoralisme. Il y a eu l'effondrement de l'URSS et le conflit du Haut-Karabakh. Donc, ces trois événements se retrouvaient, étaient très prégnants sur le terrain que j'ai pu faire. Entre autres conséquences, il y a cette hémorragie migratoire avec cette forte abstraction de la diaspora arménienne, une culture de la mobilité, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens cherchent le petit emploi, se déplacent énormément au sein de l'Arménie pour trouver ces emplois, et surtout un souci d'occupation du territoire. Effectivement, on est sur des territoires, par exemple le lac d'Arpi, c'était un territoire qui avait des villageois et des villages azéris qui sont partis suite au mouvement de population à la fin de l'URSS. Et effectivement, ces villages-là, c'est des zones où qu'il faut de nouveau habiter pour pouvoir occuper ce territoire. Et donc, il y a des populations arméniennes qui se sont installées dans ces villages. Et entre autres, ces villages ne peuvent vivre toute une certaine économie qui est agro-pastorale. Les conséquences pastorales de ce passé, d'abord, on est passé quand même à la chute de l'Empire, à la chute de de l'URSS, pardon, de 2 millions de têtes en Arménie à 560 000 en 2009. Quand moi j'étais là-bas, on était à peu près entre 600 et 700 bêtes, et on estime qu'à peu près, il pourrait y avoir 1 million de têtes en fait en Arménie. Alors, ça a une première conséquence, c'est qu'effectivement, quand vous allez sur les estives en Arménie, les estives sont vides. C'est-à-dire qu'en gros, d'après le ministère, les chiffres du ministère, en fait, seulement 25% de ces estives seraient utilisées en Arménie. Donc, le gros avantage quand vous allez là-bas, c'est que vous tombez sur des prairies qui sont exceptionnelles, puisqu'effectivement, elles ne sont jamais pâturées, jamais utilisées. À côté de ça, effectivement, c'est aussi des zones vides où, effectivement, il n'y a personne. Un autre aspect, c'est la perte des races qualitatives. Effectivement, on est resté sur des races rustiques qui dataient de l'Union soviétique et aujourd'hui, dans un contexte de marché économique capitaliste, effectivement, on est sur des bêtes qui ne peuvent pas beaucoup produire. Par exemple, on est sur des bêtes qui font qu'un agnelage par an, alors que de plus en plus, que ce soit en Europe et tout ça, on arrive à faire 2 agnelages sur 3 ans. Enfin, 3 agnelages, pardon, sur 2 ans. Un autre aspect, c'est le fait qu'on manque d'éleveurs et de bergers qualifiés, que les systèmes d'irrigation sont usés et qu'effectivement, les infrastructures datent de l'Union soviétique également. Vous verrez ça au niveau des abris d'estive. Il y a aussi un manque de marché, de débouchés pour la viande ovine. La viande ovine, par exemple, enfin, la viande de porc et la viande de bœuf sont largement préférées, en tout cas à la viande ovine en Arménie. Et du coup, il y a très peu de débouchés pour cette viande. Et le seul débouché, en fait, il y a une espèce de monopole sur l'Iran. C'est l'Iran qui récupère toute cette viande. Et c'est en fait aujourd'hui le seul importateur de la viande arménienne en grande majorité. Voilà, c'est ce que je dis là sur cette partie de viande ovine. Je vais mettre de côté tout ce qui est lait, puisque en fait, ça ne rentre pas tellement dans mon sujet et dans mes problématiques. Je vais plutôt parler, par exemple, de l'exploitation de la laine. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Quand vous allez sur les estives en Arménie, vous avez énormément de charniers de ballons de laine, c'est-à-dire qu'effectivement, les éleveurs
brûlent la laine parce qu'ils n'en font absolument rien. Par contre, vous allez dans les villages, et on voit quelques photos ici, eh bien, la laine est toujours utilisée par les villageois, que ce soit pour des couvertures, que ce soit pour des oreillers, pour des vêtements, mais aussi comme monnaie d'échange pour divers services. Donc, c'est quand même quelque chose, un élément important pour les villageois, cette laine, mais effectivement, elle est très peu vendue. On voit que, d'après les chiffres que j'ai pu relever, 50% seulement serait vendu. Tout le reste, effectivement, est brûlé, jeté ou bien sert à un marché connexe. Alors, dans le Mars de Sunik, pardon, une des conséquences de ce que je viens de dire, par exemple, c'est le village de Groaï, qui est dans le nord du Sunik, nous disait, par exemple, qu'ils accueillaient 27 000 moutons chaque année, alors que l'Estive, elle, peut en accueillir 75 000. Donc voilà, c'est un des exemples de ces estives qui sont complètement vides. Et surtout, il y a un autre aspect de l'absence d'occupation de ces estives, c'est le phénomène de land grabbing. Land grabbing, en fait, c'est l'accaparement des terres, c'est-à-dire qu'en gros, des pays étrangers vont chercher dans d'autres pays ou en fait des terres qu'ils n'ont pas pour pouvoir cultiver des biens qui vont nourrir leur propre population. C'est un phénomène qui a été observé par les géographes, entre autres, donc le land grabbing, et dans le Mars du Sunnique en particulier, ça prend une dimension particulière, puisqu'en fait, l'Iran, mais aussi les Qataris, le Qatar, en fait, sont venus, et même, je crois, l'Arabie Saoudite, viennent dans les villages en Arménie proposer tout simplement que soit d'arracher des terres pour en faire des fourrages pour les troupeaux du Moyen-Orient, ou bien carrément pour l'Iran d'emmener des troupeaux iraniens sur les pâturages du Sunnique, et puis une fois pendant l'été, et puis une fois que ceux-là ont pâturé, retour en Iran. C'est-à-dire que l'Iran elle-même souffre de manque de pâturage, et donc du coup, comme ils ont un voisin qui, au contraire, a des pâturages libres, bah, du coup, ils leur proposent d'envoyer des troupeaux là-bas. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme c'est comme c'est la région d'Azerbaïdjan qui est proche de cette frontière avec l'Arménie, bah, effectivement, pour le nationalisme arménien et pour les Arméniens, ça ne passe pas du tout, parce qu'il est hors de question que ce soit des Azéris, même si ce ne sont pas des Azéris d'Azerbaïdjan, mais des Azéris iraniens qui viennent sur les territoires du Sunni. Alors, ce que le maire me dit, le maire de Goraï m'a dit, c'est qu'effectivement, maintenant, ils essayent d'ajuster le discours. Effectivement, en gros, en leur proposant que le propriétaire soit Ali et le berger Alostan, c'est-à-dire qu'effectivement, ce soit des bergers arméniens qui gardent ces troupeaux. La seule chose, c'est que là, on revient à ce que je disais, c'est qu'effectivement, il manque déjà des bergers qualifiés, et pour l'instant, de toute façon, pour les Arméniens, c'est quelque chose qui est un blocage. Il est hors de question que des troupeaux venant d'Azerbaïdjan, de la région Azerbaïdjan iranienne, viennent sur le Sunnique. Alors, pour le plat de résistance, justement, je vais parler des résistances pastorales dans le Sunnique et le Karabakh. Le premier chapitre, ça va être les mobilités pastorales transnationales. Et j'insiste sur le terme transnational. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'élevage en Arménie, qui a été identifié par Toumani en 2006. Un qu'il a nommé Remote ou Summer Camp Grazing, c'est-à-dire en fait, c'est un élevage de grande mobilité où les pâturages d'été sont éloignés des bergeries d'hiver et qui nécessite de déplacer le troupeau avec un groupe de personnes en charge de le garder. Parmi ces groupes de personnes, souvent, il y a un turnover, c'est-à-dire qu'effectivement, une famille va garder une semaine, puis redescend, une autre famille va garder une semaine, puis redescend. Ça dépend si le troupeau réunit plusieurs propriétaires de moutons ou s'il réunit qu'un seul propriétaire. Sur ces pâturages d'estime, on va y rester 3-4 mois en fonction des capacités du pâturage. C'est un élevage spécialisé, c'est-à-dire que ceux qui font ça, généralement, possèdent 300-400 têtes, voire jusqu'à 1000 têtes. Et ça peut être considéré effectivement comme un élevage semi-nomade dans le sens où effectivement, quand on le voit sur la photo, c'est des familles qui se déplacent. C'est-à-dire que souvent, on profite de cet été, l'école est finie, on emmène les enfants avec nous sur les estives et ils redescendent au début septembre pour retrouver l'école. Donc en fait, on est plus ou moins dans une définition telle qui est proposée par Carole Ferré, c'est-à-dire un semi-nomadisme, c'est-à-dire que ce sont des villageois qui vivent dans des vrais villages en dur, je dirais, qui pratiquent ce déplacement saisonnier, avec une partie malgré tout de la population qui reste dans le village parce qu'il y a de l'agriculture, et une grande partie de la population qui monte sur ces estives. Donc on est sur des logiques de semi-nomadisme, et il est clair que ce type de pratique pastorale est plutôt fait par les yézidis. C'est effectivement une tradition chez les yézidis, on retrouve plutôt des familles yézidis qui font ce type de pratique. Même si, effectivement, je dirais,
la frontière entre Arméniens et Yézidis est assez étanche, est assez poreuse, puisque de toute façon, il m'est arrivé, par exemple, de croiser des couples mixtes, Arméniens et Yézidis, sur des alpages éloignés. Donc, en fait, les choses ne sont pas aussi claires. Mais d'une manière générale, pour la majorité des cas que j'ai pu rencontrer, c'était des familles yézidis qui pratiquaient ce type de déplacement. À côté de ça, il y a un deuxième pastoralisme qui est dénommé Nearby par Toumanian, c'est-à-dire en fait c'est un proche, c'est-à-dire que c'est un pastoralisme proche des villages. Là, on utilise pendant les 3 saisons chaudes des pâturages qui sont proches du village d'origine. C'est un élevage plutôt sédentaire et villageois, et c'est surtout un élevage qui réunit surtout des familles dans un cadre de subsistance, et chaque famille possède entre 1 et 50 têtes. On réunit tous ces bêtes dans un troupeau qui est gardé soit par un berger salarié, soit par une autre technique que j'aborderai plus tard. Ces pratiques-là, effectivement, on le retrouve plus facilement dans les villages arméniens. C'est pareil, je n'ai pas de chiffre exact, mais effectivement, sur le terrain, c'est ce qui m'est apparu en majorité. Alors, juste une chose aussi, justement, cette différence entre élevage spécialisé et élevage villageois, ça se voit au niveau des bêtes. Vous voyez que sur cette photo, on a un élevage spécialisé, les bêtes sont assez uniformes, elles sont toutes marquées. Dans un élevage villageois, vous avez ce camailleux de couleurs, parce qu'effectivement, chaque villageois a des bêtes de différentes couleurs, hein, ce qui, d'un point de vue photographique, est toujours très intéressant, je trouve. Et au niveau de la laine aussi, parce qu'effectivement, ça nous permet de faire des vêtements plutôt chinés. Alors qu'effectivement, chez les Yézidis, comme je le disais, dans ce type d'élevage, la laine est brûlée. Donc, en fait, elle n'est pas du tout utilisée, ou très, très peu. Alors, ce pastoralisme de grande mobilité, nommé remote, quelle forme il prend dans le sionique? Alors, je reviens sur ma carte du début. Hein, donc, voilà, nous sommes dans le sud de l'Arménie. Et j'avais effectivement marqué ici les déplacements saisonniers des éleveurs de grande mobilité, avec effectivement 2 zones d'hivernage dans la région de Megri et de Kapan, mais surtout dans cette région-là, dans les bords de l'Arax, au bord de l'Arax. Et on voyait qu'effectivement, ces déplacements saisonniers les amenaient durant l'été au-dessus du village de Goraïk. On a une carte là un peu plus précise qui va vous permettre d'un peu mieux comprendre ce déplacement. Ces déplacements concernaient essentiellement des éleveurs qui venaient de Goris et de Terre, 2 villages. Les villages sont ici, ils sont situés à 1300 mètres d'altitude. Enfin, Goris, ce n'est pas un village, c'est un bourg. Et Terre, par contre, c'est vraiment un village. Voilà, on est situé à peu près à 1300 mètres d'altitude. Et donc, les éleveurs m'ont expliqué que l'hiver, ils étaient sur les bords de l'Arax. Ici, nous sommes à peu près à 200 mètres d'altitude. Et les pâturages qu'ils utilisaient étaient entre 500 et 200 mètres d'altitude. Une fois l'hiver passé, on remonte au village d'origine. On nettoie les bêtes, on fait des soins avec les bêtes. Ici, il y a des bassins de désinfection. Et surtout, les éleveurs en profitent aussi pour être dans leur village et faire ce qu'ils ont à faire dans leur village. Arrivé des beaux jours, on monte jusqu'aux alpages de Goraïk, qu'on loue au village de Goraïk. Hein. Et ici, vous voyez qu'en fait, ces alpages peuvent monter jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Donc, en fait, on a quand même une variation d'altitude entre l'hiver et l'été qui est énorme, hein, puisque entre le sommet et le plus bas, on a 3000 mètres de différence de dénivelé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, les éleveurs de Goraïk et de Terre me disaient qu'en fait, arrivés dans la région de Aït-Kazan, en fait, ils passaient la douane. Donc, ça veut dire qu'il y avait une douane qui était bien là et il y avait un contrôle vétérinaire qui était effectué. C'est-à-dire que vraiment, on était vraiment dans quelque chose de tout à fait formel qui avait été mis et établi par les autorités de la République d'Artsakh qui contrôlaient les bêtes qui venaient de Terre et de Goris pour être sûr que d'un point de vue sanitaire, ils n'apportent pas de maladies avec eux et vice-versa quand ils remontaient. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pourquoi faire ça? Parce que d'un seulement, il y a des bénéfices. Le premier bénéfice, c'est qu'effectivement, le cheptel local a pu s'augmenter de manière significative, visiblement, de ce que me disent les vétérinaires de Goris, en tout cas, en disant, ben voilà, on avait atteint un effectif de 50 000 têtes localement qui se déplaçaient. Et ces 50 000 têtes, c'était à la fois des ovins, mais aussi des bovins qui se déplaçaient entre les bords de l'Arax et Goraïk. Ils se revendiquaient, ils disaient fièrement, en tout cas les notables de Goris, qu'ils avaient arrêté les phénomènes d'émigration, c'est-à-dire que grâce à ce pastoralisme et à cette activité-là, les gens ne partaient plus. Ils avaient trouvé des débouchés économiques puisqu'il y avait l'Iran juste à côté. Donc en fait, ça retenait les populations. Troisièmement, eh bien, tous les villages qui avaient été désertés par les Azéris au bord de l'Arax
avait été réoccupé par des employés qui s'occupaient de ces moutons. Et surtout, quelque chose d'un point de vue économique qui est important, je le disais tout à l'heure, ils arrivaient grâce à ces pâturages d'hiver de basse altitude, et donc du coup d'avoir un hiver qui était moins vigoureux, par exemple, que dans la plaine de l'Ararat, ils arrivaient à faire trois agnolages sur 2 ans, c'est-à-dire 3 naissances sur 2 ans, qui leur permettaient effectivement de fournir le marché iranien un peu plus, et donc d'être quelque chose d'assez compétitif pour eux, surtout en Arménie. Hein. Comme je disais, tous les éleveurs que j'ai pu rencontrer sur la plaine de l'Ararat me disent ce n'est pas possible pour nous de faire 3 agnolages sur 2 ans. L'hiver est trop rigoureux, on manque de fourrage. Et à cause de ce contexte, les seules bêtes qui arrivent à résister à cet hiver-là, dans ces conditions-là, c'est la balbasse. C'est vraiment le mouton caractéristique, par exemple, des Yézidis. C'est un mouton avec une queue grasse et qui, effectivement, est une des seules races qui est adaptée en fait, à ce milieu froid et rigoureux de la plaine de l'Ararat. Ici, vous avez une autre type de race de mouton qui s'appelle la Karabakh, qui a une queue différente. Bon, je ne rentrerai pas dans l'histoire des queues des moutons, mais c'est pareil, il faut savoir que la queue du mouton, ça se mange. C'est un plat qui est fameux chez les Yézidis. J'ai eu l'occasion d'en manger aussi. C'est bien gras, évidemment. Donc, en fait, c'est un aspect particulier. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un mouton qui est reconnu, enfin, qui peut être vendu sur le marché iranien. Il faut savoir que les moutons à queue grasse, c'est typiquement le mouton du Moyen-Orient, qu'on retrouve au Kurdistan irakien, qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve un peu partout dans ces régions-là, et que pour le consommateur iranien, d'acheter un mouton qui a une queue grasse, voilà, c'est vraiment la chose importante. Donc, du coup, d'avoir ce type de mouton, ça permet pour les Arméniens, ça permet effectivement d'aller vendre sur le marché iranien. Je parle aussi de la péninsule arabique parce qu'effectivement, moi, je suis tombé sur quand même des intermédiaires qui me disaient qu'en fait, une partie de ce cheptel aussi, ils pouvaient prendre l'avion à Erevan et partir au Qatar, partir au Kurdistan irakien. Moi, au Kurdistan irakien, par exemple, je suis tombé sur des témoignages où on me dit que sur l'aéroport de Souleymaniye, donc une des villes du Kurdistan iranien, arrivent des moutons, des brebis, des agneaux plutôt, qui viennent d'Arménie ou qui viennent de Géorgie et qui sont rachetés par des riches familles kurdes parce qu'en fait, ces moutons-là sont réputés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les pâturages du Petit Caucase qui sont réputés. Et donc, ça fait des moutons plus gras et qui sont achetés par les riches familles kurdes, mais aussi qataris. Alors que la majorité des Kurdes, par exemple, mangent plutôt ou bien du mouton local, ou bien du mouton syrien, ou bien du mouton iranien. Non, les riches Kurdes achètent plutôt du mouton qui vient du Petit Caucase. Mais c'est exactement pareil chez le Qatar. Alors, juste une anecdote comme ça, j'étais sur les alpages du col de Karalach, donc qui est en face du lac d'Arpi, en fait, qui est un col, enfin, un paysage d'une pureté extraordinaire. Mais vraiment, je vous conseille un jour d'aller là-bas, il n'y a rien, c'est désertique, mais en même temps, c'est magnifique de pureté. Et là, effectivement, vous tombez sur un berger yézidi qui est en train de négocier avec un intermédiaire qatari, qui est en train de lui acheter directement, mais directement, sans passer par d'autres intermédiaires, sans passer par les marchés locaux, etc. Voilà, je t'achète ton troupeau et il part par l'aéroport d'Erevan et puis il va atterrir au Qatar. Donc là, en fait, on assiste vraiment à ce que j'avais appelé une géopolitique du mouton, c'est-à-dire une mondialisation du mouton, où vraiment, effectivement, le marché du mouton est extrêmement transnational. Et c'est assez intéressant de voir effectivement ce phénomène de marchands et d'intermédiaires venant du Moyen-Orient, de la péninsule arabique, arriver dans le Petit Caucase et profiter des opportunités qu'offrent les moutons du Petit Caucase. En bas, vous voyez des photos que j'ai prises ça c'était lors du 2e séjour, hein, effectivement. Là, on est sur la fameuse route asiatique, l'autoroute asiatique 82. C'est celle qui relie Siouchi en Russie jusqu'en Iran, et elle traverse effectivement le Syunik, et souvent les transhumances se font en partie sur cette route ou à côté de cette route. Donc là, vous avez... Oh là, attendez, voilà. Là, vous avez les bovins qui transhument, et ici, donc, les ovins. Ces photos-là, c'est des photos assez classiques de transhumance. Hein. Vous pouvez trouver exactement le même thématique en France. Effectivement, ces troupeaux qui se retrouvent sur des rues bitumées et qui sont confrontés au trafic. Hein. Alors, autre point marquant de cette mobilité pastorale dans le Syunik de longue distance, c'est le groupe de bergers qui s'en occupaient de ces troupeaux.
Quand on étudie un petit peu, alors il y a effectivement les éleveurs, ceux qui possèdent ces troupeaux. La plupart, en fait, avaient un autre métier avant, artisans, ouvriers, etc. Et se sont mis dans le mouton parce que tout simplement, il y a l'opportunité du marché iranien, mais il y a aussi ces alpages au bord de la rade qui étaient disponibles. Et donc, en fait, ils se sont mis à faire de l'élevage. Derrière, la famille, ça ne suffit pas. Du coup, on est allé chercher des employés. Et parmi ces employés, c'est là où on voit aussi une double mobilité qui est concernée par ces employés. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette mobilité sur le long terme. Ces employés, la plupart venaient ou bien étaient des réfugiés, donc du Nakhchivan ou de Géorgie, ou bien étaient des populations déplacées qui venaient du Chirac, c'est-à-dire qu'ils avaient fui le Chirac après le tremblement de terre et qui venaient chercher du travail dans le sunnique. Et il y a aussi ce phénomène d'émigration, c'est-à-dire des populations arméniennes qui reviennent de Russie pour travailler effectivement dans ces élevages, quoi. Donc ça, c'est une première forme de mobilité qu'on pouvait trouver au sein de ces groupes de bergers. Une autre mobilité, mais cette fois-ci beaucoup plus courte, c'est cet aller-retour que faisaient ces employés dans leur travail. C'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient au troupeau, mais comme on est quand même sur des transhumances qui sont sur de l'ordre de 50 km à peu près, 70 km, eh bien, en fait, souvent, il y avait un turnover chez les employés. C'est-à-dire qu'effectivement, on venait passer quelques temps avec le troupeau, et puis deux, trois jours dans la semaine, on redescendait au village où là où on s'était établi pour s'occuper du petit lopin de terre qu'on avait à côté. Et donc, on a cette espèce de turnover en plus qui était lors de ces gardes de troupeau. Un autre aspect qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, moi, je suis habitué quand on va dans les régions kurdes et qu'on s'intéresse aux entreprises d'élevage, en fait, elles sont familiales, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toute la famille qui est concernée par ces entreprises d'élevage familiaux. Et effectivement, derrière, il y a quand même cette notion de tribu qui est assez prégnante dans le monde de l'élevage kurde, en tout cas, où on retrouve le clan, c'est-à-dire vraiment le groupe patrilinéaire, familial, qui emploie ou bien la famille étendue, ou bien la famille nucléaire, plus la famille étendue, les cousins, etc. Bon, comment ça se passe chez les Arméniens quand on se met à faire un troupeau spécialisé comme ça? Parce qu'effectivement, amener un troupeau conséquent de 500 têtes sur des alpages avec des longues distances comme ça, sur des alpages qui sont éloignés de son village, ça nécessite d'avoir un groupe de bergers. Comment on fait quand on n'est pas dans cette logique de clan, tout ça? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mot qui est ressorti régulièrement pendant les entretiens, c'est le barlekam. C'est-à-dire ce qui, eux, nommaient en fait le barlekam, c'est-à-dire en gros la famille étendue plus les amis, c'est-à-dire ceux qui nous veulent du bien. Barlekam, évidemment, ça viendrait de Bari, bon, et Kam, le Kamzor, c'est-à-dire quelqu'un qui vous veut. Et donc, en fait, pour eux, ce barlekam, en fait, c'était un moyen de reconstituer cette espèce d'entreprise familiale d'élevage avec non seulement la famille nucléaire, mais aussi les amis, ce qu'ils considéraient les amis. Mais les amis, ça pouvait être aussi les employés, dans le sens où c'est les employés qui leur voulaient du bien, de toute façon. Et donc, cette logique de Barlekar, alors, bon, moi je ne suis pas arménien, je découvre ce terme, ça m'interroge parce qu'effectivement, je me dis, de ce que j'ai pu observer sur les pratiques d'élevage spécialisées chez les Kurdes, ou en tout cas même chez les Turcs ou en Azérie, c'est quelque chose de plutôt familial qui se met en place. Chez les Arméniens, il y a quelque chose qui était utilisé à ce moment-là, c'est ce groupe qui réunit à la fois la famille, mais aussi des gens proches de la famille. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui serait sans doute à étudier dans le contexte pastoral arménien, c'est ce terme barlekam. Alors, jusqu'à présent, effectivement, là, je vous parle que de ces groupes de bergers qui réunissent famille et employés qui sont tous d'origine arménienne, ethniquement arméniens. Je suis anthropologue, donc je vais forcément un peu parler d'ethnie. Et là, la grande question, c'est où sont les yézidis en sunni? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux, de la vie unanime, je dirais presque des villageois arméniens, ceux qui font le berger, ceux qui font les moutons, c'est les yézidis. C'est vraiment quelque chose qui est revenu régulièrement chez les villageois, mais effectivement, là, dans le sunnite, on n'est pas du tout dans ça. C'est que là, clairement, de ce que je vous ai montré, pour l'instant, je n'ai croisé dans le sunnite que des fermiers arméniennes qui utilisaient des employés, la plupart du temps, arméniens aussi. Donc, où sont passés les yézidis dans ce territoire? Et c'est là où, effectivement, on retrouve la spécificité aussi des yézidis. C'est à la fois de la manière, dans les termes que les disaient les villageois, les yézidis ne sont pas ici parce qu'ils sont trop communautaires et ils sont trop éloignés. C'est-à-dire qu'effectivement, les yézidis vivent dans leur village, sur la plaine de l'Ararat, et effectivement, les seuls yézidis qui vont dans le sunnique, les seuls yézidis moi, que j'ai rencontrés dans le sunnique, c'est ces fameux marchands
ces grossiers de viande ovine qui viennent chercher de temps en temps, jusque dans le sunnique, des moutons pour les vendre. Mais en tout cas, en aucun cas, j'ai vu des éleveurs yézidis dans le sunnique. Donc, pour quelles raisons? Donc, effectivement, il y a cet éloignement. Mais surtout, il faut voir que, et c'est là aussi où je fais appel à l'histoire, c'est qu'il y a aussi une espèce de, je dirais, pas de tradition, mais en tout cas, il y a un aspect historique qui est assez prégnant en fait avec le sunnique. Et là, je vous montre ici le col de Vorotan qui sépare le Vayotsdor du sunnique. Et il faut savoir qu'effectivement, ce col de Vorotan, derrière ce col, il y a à la fois une frontière administrative, mais il y a aussi une frontière pastorale et culturelle. Il faut savoir que durant le 19e siècle et durant l'occupation russe en particulier, le sunnique faisait partie, et le Zangezur faisait partie effectivement du gouvernorat d'Élisabeth Paul. Donc là, effectivement, on peut se dire que c'est les Russes qui ont mis en place cette limitation, cette frontière. Il y a une chose qui est certaine, par contre, c'est que derrière cette frontière, il y a aussi des pratiques pastorales qui étaient présentes et qui, soit se sont peut-être adaptées à cette frontière, soit étaient préexistantes à cette frontière. Et j'en veux pour preuve, effectivement, les témoignages à la fois des chercheurs et des voyageurs qui ont traversé ces territoires-là, mais aussi des chercheurs soviétiques qui ont travaillé sur ces pratiques pastorales dans ces régions-là. Il s'avère que la région du Vorotan, en fait, le col du Vorotan, en fait, fait partie de cette frontière qui délimite donc le gouvernorat des Abid-Pol et le gouvernorat d'Arménie, mais surtout des pratiques pastorales. Car des deux côtés de la frontière, on n'utilise pas les mêmes types d'abris chez les nomades. Du côté des Révanes, on utilise la tente noire, et effectivement, Madame Chantre, quand elle traverse la région à la fin du 19e siècle, elle parle bien de cette distinction entre les nomades qui viennent du Karabakh, qui remontent le Vorotan, qui s'arrêtent dans le Sunnique et qui possèdent une tente que les Russes appellent la kibitka, mais qui est en fait la lachik, hein, c'est chez les Turcs on appelle la lachik, la kibitka c'est le terme russe. Et de l'autre côté, quand elle passe de l'autre côté, les campements qu'elle observe, c'est la tente noire, je veux dire la tente noire classique des nomades kurdes, turcs, qu'on retrouve dans toute l'Asie centrale et tout. Donc, est-ce que cette culture je dirais culturelle entre tente noire et kibitka était préexistante, en tout cas à l'arrivée des Russes? Ça, je ne sais pas, il faudrait faire des recherches là-dessus. C'est possible, hein, puisque effectivement en 1823, quand il y a le premier recensement qui est fait par les Russes, effectivement, une nouvelle fois, eux parlent de kibitka dans cette région-là. Mais après, de l'autre côté, visiblement, quand on va un peu plus loin que l'arrivée des Russes, on trouve aussi la tente noire. Voilà une kibitka. Alors là, vous avez l'exemple par les Sachevan en Iran, mais ce n'est pas celle-là qui visiblement été observée par les épouchantes, c'est plutôt celle-ci. Voilà, celle-ci est plutôt hémisphérique. On emploie, ici, ce sont des pièces de feutre, et ici, des clionnés de roseaux, c'est-à-dire des parois qui sont faites de tiges de roseaux, qui sont cousues les unes aux autres. Cette pratique, c'est vraiment une pratique culturelle nomade que je retrouve aujourd'hui, pareil, chez les Kurdes de Turquie, mais aussi au Kurdistan irakien. Et en plus, au Kurdistan irakien, elles font l'objet d'un vrai artisanat, puisqu'elles sont, pour la plupart, entièrement décorées de fils de couleur. Ça, c'est un autre sujet. Ici, vous avez la tente noire observée par, justement, Émilie Chante, je crois qu'elle s'appelait Émilie. Et ça, nous sommes effectivement du côté de l'Aragat et de la plaine d'Ararat. Ici, nous sommes en Turquie, c'est moi qui ai pris cette photo, et vous avez une version moderne de cette tente noire qui est recouverte d'une bâche de nylon parce que c'est beaucoup plus étanche. Voilà, donc en fait, pourquoi les yézidis ne sont pas là? Parce qu'effectivement, il y a cet esprit communautaire yézidi qui fait qu'ils sont plutôt sur la plaine de l'Ararat, qu'effectivement les territoires du sunnique sont trop éloignés pour eux, mais il y a aussi, je pense, effectivement, cette tradition, en tout cas cette histoire du sunnique qui fait qu'effectivement le sunnique avait plutôt l'habitude d'accueillir les nomades qui venaient du Karabakh et pas les nomades qui venaient de la plaine de l'Ararat. Alors, une autre pratique de résistance, j'ai envie de dire pastorale, que j'ai pu observer au sunnique, c'est ce que j'ai appelé la ronde au mouton. Donc, c'est un terme que j'ai moi-même mis en place parce qu'il fallait bien que je définisse ce que je voyais, parce que les Arméniens eux-mêmes n'avaient pas de mots spécifiques pour décrire cette pratique. La plupart du temps, moi, le mot qui me revenait, c'était, alors je parle d'arménien une nouvelle fois, donc j'ai certainement pas le bon accent pour le dire, Votchhari Ert, qui veut dire en gros, si j'ai bien compris, la file d'attente, la queue du mouton. Mais d'une manière générale, effectivement, au début, je pensais que c'était le terme générique pour parler de cette pratique, mais tout de suite, Anna, donc ma prévenue, mais non, en fait, il dit ça comme ça, mais ce n'est pas le nom spécifique, c'est comme ça que de temps en temps, elle est décrite. Donc, en fait,
Je suis face à une pratique qui n'avait pas de nom particulier, et donc du coup, moi, je lui ai cherché un nom, si possible, un nom un peu marquant et un peu onirique. Donc, en fait, la ronde au mouton, puisque la ronde, eh bien, c'est bien le tour de garde en soi, et en plus, il y a ce phénomène de rotation. On pense vraiment à ces rondes lors du Moyen-Âge pour garder les villages, par exemple. Et en plus, la ronde au mouton, ça a ce côté comptage de moutons qui me plaisait assez bien. Donc voilà, ce terme n'est absolument pas local, c'est un terme que j'ai purement inventé. Donc voilà. Et donc, que décrit ce terme? Ben, en fait, c'est un système de gardiennage donc, par rotation d'un troupeau regroupant des bêtes appartenant à plusieurs propriétaires issus d'un même village. Chaque propriétaire vient garder le troupeau collectif à tour de rôle pendant un nombre de jours défini par le nombre de bêtes qu'il possède. Peut-être que vous connaissez? Non, je dis c'est une crèche parentale. Voilà, c'est exact. Alors, tu n'es pas loin de la vérité dans le sens où ce système de rotation est extrêmement répandu en fait, dans les villages arméniens. C'est-à-dire qu'ils utilisent le même système de rotation pour amener les enfants à l'école, par exemple, ou bien pour faire la fenaison. En fait, ce n'est pas typique du gardiennage de moutons, c'est quelque chose qui en fait, a été mis en place par les villageois arméniens, entre autres parce que dans des cas où ils n'ont pas les moyens, par exemple, de payer un berger salarié. Donc, c'est souvent, on utilise les villageois pour faire office de gardiennage, parce qu'on n'a pas les moyens de payer un berger salarié. Je dis bien en apparence, parce que vous allez voir que des fois, on utilise quand même un berger salarié. Alors, il faut savoir que c'est un système qui a été déjà observé, mais surtout chez des éleveurs de bovins, à la fois en Iran, par Barzin, dans les années 80, dans les éleveurs sédentaires du Karadar, entre autres. Donc, le Karadar, c'est le massif qui est en face du Karabakh, et il s'avère qu'il y avait aussi des Arméniens dans ce massif-là à une époque. Et effectivement, c'était pour des petits troupeaux de pas plus de 200 têtes de bovins et on utilisait ce système de gardiennage, de rotation par les villageois. Il a été aussi observé en Turquie chez des anciens nomades Yuruk, en fait, qui se sont sédentarisés et qui utilisaient aussi ce système de gardiennage par rotation pour les bovins essentiellement, parce que les ovins, eux, continuaient à avoir un gardiennage par famille, c'est-à-dire que mais cette fois-ci, la rotation concernait des familles entières. Et là, il n'y avait pas de question de nombre de bêtes, c'est-à-dire qu'en gros, chaque famille allait garder une semaine sur l'estime le troupeau de plusieurs propriétaires. Donc voilà, c'est un système qui a déjà été observé. Apparemment, j'ai rencontré un jeune étudiant qui a travaillé au Portugal et qui a effectivement observé aussi cette même technique de gardiennage. Donc là, on est face à une technique de gardiennage qui serait vraiment intéressant à observer, à la fois comme phénomène, je dirais, commun à différentes populations pastorales, mais surtout dans sa spécificité arménienne. Alors, voici les observations que j'ai pu faire dans 4 villages, que ce soit par exemple dans le village de Amasya, dans le village qui est vers le lac d'Arpi, le village de Keshut, qui est juste en dessous de Djermouk, et le village de Ter et de Tatev, donc dans le sunnique. Donc ça veut dire que ce n'est pas une pratique qui est spécifique au sunnique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chaque village, il y a un système de calcul. Si on retrouve des bases communes, chaque village l'a adapté à ses spécificités. Pour quelles raisons, ça, c'est encore quelque chose que je dois étudier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il se décline selon chaque village. Donc, par exemple, il y a une chose qui est commune à tous les villages, il y a des unités de mesure. J'en ai trouvé quelques-unes. Il y a donc le nombre total de jours de garde sur une année, parce qu'il y a le nombre total de petits ruminants à garder dans le village, le nombre d'unités familiales concernées, c'est-à-dire le nombre d'unités familiales dans le village qui possède des moutons, le nombre de petits ruminants par famille, et aussi le cycle de rotation qui est considéré. Et tout ça crée un ratio de calcul qui définit le nombre de jours où vous devez garder dans l'année, dans le cycle de rotation, le troupeau. Il s'avère, par exemple, dans le village de Tatev, ça donne une équation. Je ne rentrerai pas dans l'équation. Dans le village de Keshut, c'est encore une autre équation. Et on voit que dans le village de Ter, c'est encore une autre manière de calculer. Alors, ce qui est commun, c'est effectivement les unités de mesure. Par contre, la manière dont ils calculent après diffère selon les villages. Une fois qu'on a décidé le nombre de jours et qui doit garder, tout ça est écrit sur des registres qui sont en double, c'est à la fois qui est gardé par le gestionnaire de ce calcul et en même temps qui est affiché dans les bergeries. Et là, on a des exemples de calcul, enfin je dirais de planning qui sont affichés dans les bergeries. Là, c'est une bergerie d'Amasya, par exemple, dans le Chirac. Et là, nous sommes sur ce qui est affiché
sur les bergeries du village de Keshout, donc qui est à côté de Djermouk. Et on voit effectivement que, par exemple, un tel va garder tel jour sur un cycle de rotation, en fait, qui correspond à 4 mois, à peu près. Alors, il y a des variations. Alors, on a vu qu'il y a des variations entre les villages de ce système de calcul, mais il y a aussi des variations internes au système de calcul, parce qu'effectivement, et c'est là où on va voir qu'en fait, de gérer ce calcul, c'est extrêmement complexe, c'est que de toute manière, ce calcul, les chiffres qui sont utilisés changent au cours du cycle de rotation. Elles changent, ne serait-ce que le nombre total de jours de garde sur une année. Bah, ça dépend de l'hiver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'hiver commence le 20 décembre une année, ou bien qu'il commence le 10 octobre une autre année, c'est-à-dire la neige arrive et qu'on ne peut plus garder sur les pâturages, eh bien, le système de calcul sera plus court. Cette unité de mesure sera plus courte, ne sera pas la même. Le nombre total de petits ruminants à garder dans le village aussi varie. Il suffit qu'une famille parte, vende ses troupeaux, vende ses bêtes pour qu'il y ait moins de bêtes, peut-être. Une famille qui revient, une famille qui décide d'acheter plus. Donc, du coup, le nombre de bêtes a changé des fois au cours de l'année et au cours du cycle de rotation. Le nombre d'unités familiales concernées, c'est pareil. Hein. Je dirais, il suffit qu'une famille parte ou une famille arrive, ben, on a un éleveur en plus ou en moins. Et enfin, le nombre de ruminants par unité familiale, ben, effectivement, on voit que dans une famille, de temps en temps, bon, on peut avoir 4 brebis. On en a besoin d'une pour faire un échange, pour acheter des choses et tout ça. On la sacrifie pour X raisons. Par exemple, pendant l'époque où j'y étais en 2016, il venait d'avoir des combats dans le Karabakh. Eh bien, les villageois du Sunnik ont participé à l'effort de guerre en donnant des moutons à l'armée arménienne, enfin, je dirais à l'armée de la République d'Artsakh. Et effectivement, du coup, bah, ça change le système de calcul parce qu'effectivement, ces villageois se sont retrouvés avec moins de bêtes. Donc, en fait, on voit bien qu'à l'intérieur même de ce calcul, il s'agit à chaque fois de recalculer et de redécider du nombre de jours où on va garder, etc., etc. Donc, dans cette variation, on a aussi effectivement des spécificités locales. À Tatel, par exemple, quand on décide de garder les bêtes, mais en fait, on va tirer des petits bâtons. C'est-à-dire qu'en gros, chaque petit bâton est numéroté, qui correspond à un numéro dans le cycle de rotation. Et par exemple, moi, j'ai tiré 3 bâtons. Ces 3 bâtons, ce sera le 7, le 11, le 12. Ben voilà, ça correspond au jour où je vais garder, par exemple. Cette histoire de petits bâtons, je ne l'ai pas retrouvé à Terre ou je ne l'ai pas retrouvé non plus à Keshout. À Keshout, par exemple, ben, on demande souvent aux gestionnaires de ce planning la possibilité de garder seulement les samedis et les dimanches. Parce qu'effectivement, en semaine, on travaille. Ou bien de ne pas utiliser mes jours pendant la pendant la saison des foins. Parce que pendant la saison des foins, par exemple, ben, j'ai besoin de toutes mes journées pour travailler sur les foins et je n'ai pas le temps de garder. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je vais aller garder tous les jours que je ne fais pas durant le cycle de rotation qui correspond à la période des foins. Je les garde, je les cumule et je vais les faire pendant la période où je ne suis plus disponible. Donc, en fait, certains concentrent les jours en août, d'autres concentrent les jours en septembre, etc., etc. À terre, c'est encore quelque chose de particulier. À terre, en fait, on est vraiment dans un village qui a été construit lors du collectivisme russe. Donc, en fait, on est vraiment sur un village avec des villas alignées, enfin des maisons complètement alignées, des rues complètement alignées. Et là, du coup, du fait de cet alignement, mais aussi parce que le village de terre est vraiment spécialisé dans l'élevage, tout le monde a des moutons à terre, et bien en fait, là, on fonctionne par quartier. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a donné, ben voilà, là, je vais vous montrer. Exemple, le quartier 18 du village de Terre. Ce quartier, dans cette rue-là, donc en fait, c'est une rue, ben, effectivement, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 familles. Ces 7 familles ont en tout quelque chose. Attends, j'ai mal. Ah ben là, je dois le rajouter. Mais en fait, on a un total de moutons. Et ici, l'unité de mesure, le ratio qui est utilisé, c'est 10. C'est-à-dire qu'en gros, si tu possèdes 10 moutons, tu vas garder une journée. Si tu possèdes 20 moutons, tu vas garder 2 journées. Si tu possèdes 30 moutons, tu vas garder 3 journées. La seule chose, c'est qu'on voit que les familles ont 53 bêtes, 22, 7, 13, 10, 28. Et dans ce cas, ben, comme ça ne rentre pas dans les cordes, ben, en fait, si j'ai 5 familles, mais que le ratio c'est 10, eh bien, en fait, je vais garder à tour de rôle avec, parce que là, en fait, c'est deux frères. Ici, par exemple, j'ai 22 moutons. Donc, en gros, je vais garder 2 jours. Mais par contre, il y a des 2 jours qui restent qui correspondent aux 2 moutons qu'on a en plus. Ben, en fait, ils vont être utilisés tous les 3 cycles, etc., etc., etc. Ici, le cycle de rotation, c'est 13 jours, puisqu'effectivement, c'est le nombre de jours de garde par unité familiale. Donc, en fait, le cycle, il change tous les 13 jours. Alors, pour que le système fonctionne, d'abord, il faut des encadrants. Parce qu'effectivement, vous voyez que c'est assez complexe.
et que ça nécessite un gros travail de négociation et de médiation entre les différents éleveurs pour pouvoir décider des jours. Là, j'ai pris quelques responsables de cette rotation en photo, en portrait, et effectivement, il s'avère souvent que ce sont soit des vétérinaires du village, soit des zootechniciens, mais qui sont aussi des villageois, mais qui possèdent quelques bêtes. Ce sont des fois aussi, quand ils sont encore en âge de pouvoir le faire, des anciens chefs de brigade ou d'administrateurs de sauve-cause, qui sont des fois toujours en fonction et qui utilisent en fait leur aura en fait, pour pouvoir gérer cette institution. Et donc, en fait, ce premier aspect est important puisque ça leur donne une respectabilité. Souvent, effectivement, ils me disent, mais moi, je ne suis pas le gardien de cette rotation. Si des villageois veulent gérer ça, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que les villageois, la plupart du temps, les laissent faire parce qu'ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Et la question que je me posais, il va falloir que je déduise, c'est l'aspect héréditaire aussi de la chose. Effectivement, est-ce que c'est la responsabilité de ce genre de calcul? Est-ce que ça se transmet de père en fils? Parce qu'effectivement, souvent, c'est des anciens du sauve-cause. Est-ce que le fils, du coup, va garder cette fonction-là après le père? Ça, c'était des questions que je pourrais me poser. Il y a aussi la compensation symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais, il y a un savoir-faire lié à cette pratique, et surtout, il y a une reconnaissance de ce savoir-faire, puisque souvent, les responsables qui gèrent ce planning, en fait, ils sont dispensés de gardiennage de moutons. C'est un moyen pour eux, effectivement, voilà, je fournis un travail, et les villageois sont d'accord pour dire, écoute, merci pour ce travail, mais on va garder tes bêtes en attendant. Il faut savoir que je parlais justement de bergers salariés. Il y a certains éleveurs qui n'hésitent pas eux-mêmes à employer un salarié quand c'est leur tour de rôle, leur tour de garde, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas le faire et souvent, ils ont peut-être aussi les moyens de pouvoir employer un salarié. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que ce n'est pas un système de berger salarié. Ça l'est un petit peu, puisque de temps en temps, certains éleveurs utilisent un berger salarié pour qu'il puisse se remplacer. Et comme je le disais aussi, comme le calcul est compliqué et imprécis, mais vraiment, ça pose ces encadrants comme référents, parce qu'effectivement, ça demande un tel travail de négociation entre éleveurs et de médiatisation, qu'effectivement, ça décourage souvent les villageois de les remplacer. Au niveau des villageois, pourquoi ça fonctionne? Parce que déjà, on est dans un environnement villageois, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se connaît, tout le monde s'observe, tout le monde sait qui tu as et qui tu es et combien de bêtes tu as. Il suffit juste, comme on disait souvent, voilà, quand les bêtes reviennent au village, parce que tous les soirs, les bêtes reviennent au village, tout le monde voit le nombre de bêtes que tu as. Donc, en fait, de toute manière, tu ne peux pas mentir sur le nombre de bêtes que tu as. C'est parce que, de toute façon, on est dans un système de village qui fait que tout le monde voit le nombre de bêtes que tu as, que tout le monde connaît ta vie. Autre fait, c'est que de posséder des bêtes, de toute manière, ça apporte je dirais, un bénéfice social et symbolique pour ces villageois. La pratique du manard, par exemple, c'est vraiment la pratique où on tue un agneau, une brebis ou un bélier, effectivement, comme sacrifice, comme un don aux pauvres, etc. C'est quelque chose que j'ai pu observer, notamment à Tatède, avec tout un rituel qui vient derrière. Effectivement, posséder des bêtes, posséder quelques bêtes, ça permet de participer à ce manard, ça permet d'avoir, en tout cas, un apport symbolique et social dans le village. C'est aussi une lutte patriotique, et ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu souvent, c'est qu'effectivement, posséder quelques bêtes, ça permet la stabilisation des populations dans ces villages, parce que c'est un moyen de subsistance. Il faut savoir que dans les périodes difficiles, surtout à la chute de l'URSS, pardon, eh bien, le fait de posséder ces quelques bêtes, c'était aussi un moyen de pouvoir manger. Donc, en fait, c'est aussi une sécurité pour ces familles de pouvoir posséder ces quelques bêtes. Et enfin, comme je le disais, je parlais de la laine tout à l'heure, effectivement, la laine, elle est encore utilisée par les villageois. Et il n'est pas rare, quand on va dans les villages, de voir effectivement ces baignoires qui sont remplies de laine qu'on est en train de laver, et ou de voir des familles qui remplissent en fait des couvertures, des coussins de cette laine. Donc, en fait, cette laine, elle est importante. Et donc, de posséder quelques bêtes dans un village, c'est quelque chose qui est un vrai apport et une vraie richesse, en tout cas, et qui est une sécurité pour ces villageois. Alors, c'est là où ce qui est intéressant, c'est comment ce petit élevage villageois commence à devenir quelque chose de patrimonial. Et là, effectivement, on est je dirais, dans cette résistance pastorale, mais indirecte. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple,
je suis tombé sur une entreprise solidaire créée à Gori qui s'appelle la Goris Women Resource Development Center. Et il s'avère en fait que c'est une entreprise d'économie solidaire qui accueille et sert de structure d'accueil à des femmes qui sont isolées, des femmes du monde rural qui sont isolées. Ces femmes, soit elles sont célibataires, soit elles ont perdu leur mari, soit elles ont été aussi victimes de violences de la part de leur mari, soit maintenant, de plus en plus, ils accueillent aussi des réfugiés venant de l'Artsakh. Et c'est un moyen de permettre à ces femmes, grâce à l'utilisation de la laine et pour faire des tapis, des coussins, etc., en fait, un moyen pour elles d'obtenir un revenu, de retrouver une assise sociale et de les réinsérer, entre guillemets, dans la société à travers une pratique économique. Il s'avère qu'effectivement, cette petite entreprise, à l'époque où j'y étais, faisait travailler une vingtaine de femmes, qu'une ONG avait financé en fait, les métiers à tisser pour pouvoir utiliser cette laine, et que cette laine, effectivement, on en voit ici, en fait, était récoltée essentiellement chez les villageois. Alors, pourquoi essentiellement chez les villageois? Comme je le disais, normalement, les éleveurs spécialisés brûlent cette laine, et surtout pour eux, ça n'a aucun intérêt ni à le vendre, ni à s'en occuper. Donc, en fait, ça, c'est un autre aspect. Et en fait, un troisième aspect, et c'est ce qui est ressorti pendant l'enquête aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour laver cette laine, la quantité qui est produite par les petits villageois, ça correspond aux moyens qu'a cette association de laver cette laine. Pour récupérer une laine qui viendrait d'éleveurs spécialisés, il faudrait d'énormes machines de nettoyage de laine que l'Arménie n'a pas, tout simplement, en tout cas dans le SONIC, ils n'en avaient pas. Et donc, en fait, c'est à la fois pour des raisons matérielles que cette association se tournait vers ce petit élevage familial, mais aussi parce qu'effectivement, les grands spécialistes de l'élevage, enfin les grands éleveurs eux-mêmes, n'avaient aucun intérêt à fournir de la laine pour eux. Ça, c'est à Vélichen. Pardon? C'est à Vélichen, c'est dans un village à côté de Goris. Alors, cette association était dans un village à côté de Goris, mais ils ont aussi maintenant, enfin, quand j'y étais en 2016-2017, ils avaient aussi une succursale à Goris, et c'est là aussi ils vendaient leurs produits. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant par cette association, c'est qu'ils faisaient appel à un ethnologue. D'abord pour faire des recherches sur les pratiques de laine, c'est-à-dire qu'en gros, le gros souci de la responsable de cette association, c'était la qualité de la laine. Parce qu'effectivement, comme je le disais, dans un marché concurrentiel, il faut que la laine puisse être de qualité pour pouvoir faire des vêtements de qualité. Et aujourd'hui, effectivement, l'Arménie souffre d'avoir des moutons pas assez qualitatifs en termes de laine pour pouvoir faire du matériel qui soit vendable, entre guillemets. Et donc, cette association avait embauché une ethnologue arménienne qui venait d'Erevan et qui allait, avec l'association, de village en village, parler avec les éleveurs, aller recueillir des savoirs sur la laine, sur l'élevage, etc. Et c'était extrêmement intéressant puisqu'en fait, ils faisaient du lien de connaissances et ils étaient des passeurs de savoir et de mémoire en fait, entre les villageois du Sionique sur le travail de la laine et comment, par exemple, traiter les brebis de manière à ce que la laine soit meilleure et de meilleure qualité. Au-delà de ça, ça dépassait le cadre de la laine, puisque moi, j'ai assisté donc à cette séance où on est venu interroger un éleveur de Tatev sur la fabrication de chaussons en peau de bête, de brebis ou de chèvre. Et effectivement, là, vous voyez, ici, l'ethnologue prenait des photos, recueillait des renseignements sur ces pratiques, sur ces vêtements-là. L'idée pour l'association, c'était de pouvoir aussi, à un moment donné, produire des chaussons et pour pouvoir les vendre. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une espèce de mise en patrimoine, d'une certaine manière, de ce petit élevage familial, mais ce n'est pas tant l'élevage qui est valorisé, mais plutôt, effectivement, les produits qui sont issus de cet élevage-là. Un autre moyen, une autre approche de patrimonial qui est liée à ce petit élevage familial, c'était le Sheep Shearing Festival, c'est-à-dire le festival de la tonte du mouton. Alors effectivement, moi quand je suis allé là-bas, quand on parlait de ce festival, alléluia, pour moi c'était du pain béni, et c'est d'autant plus du pain béni qu'effectivement, quand j'interroge les organisateurs, entre autres là c'était un responsable du téléphérique de Tatev, qui faisait partie de l'organisation à l'époque en tout cas, qui faisait partie de l'organisation de ce festival, il m'a dit clairement, cette idée elle est complètement importée. Effectivement, il n'y a pas de tradition de tonte de mouton chez les Arméniens. Et en fait, c'est en regardant sur Internet, parce qu'il fallait créer un événement sur place pour attirer les touristes et pour créer du lien. Et puis surtout, faire venir les touristes et justement l'argent aussi. Eh bien, on a cherché un événement
qui pouvait rassembler les villageois autour d'une thématique. Et ils ont trouvé ça par Internet. Ils ont vu que le festival de la tente de mouton se pratiquait ailleurs et ils ont décidé d'importer cet événement-là. Donc, bon, le côté invention de la tradition, c'est un phénomène qui est bien connu en anthropologie et en histoire, qui a été plein de fois étudié, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, eh bien, ça permettait à l'époque à cette association de femmes de pouvoir valoriser son travail à travers ce festival. L'idée, c'était aussi de valoriser l'ensemble du folklore de Tatev et de la région, puisqu'à l'époque, ce festival se faisait à Tatev quand j'y étais. Et il y a aussi une dimension éducative, c'est-à-dire que l'idée derrière, c'était éduquer les villageois au tourisme et à l'économie touristique, en fait. Donc, par contre, ce qui était assez intéressant, moi, à l'époque où j'y étais, c'est qu'effectivement, tout ce que je vous ai décrit de mobilité pastorale, de longue distance entre Goraï et les rives de l'Arax, tous ces aspects-là étaient absents. Là, clairement, ce qui était valorisé, c'était le petit élevage familial, c'était les tondeurs qui venaient. Il y avait bien des tondeurs de cet élevage spécialisé qui venaient aussi, mais effectivement, personne n'était au courant, enfin, personne ne valorisait en fait cette mobilité, cette longue mobilité pastorale. Ce qui était valorisé, par contre, c'était l'utilisation de la laine, mais cette laine qui venait de ces petits élevages familial. C'est marquant aussi, c'est qu'à Tatev, on m'a dit, ben voilà, alors c'est bien ce tourisme, c'est bien ce festival, c'est bien ce téléphérique, mais du coup, de plus en plus de gens se mettent à créer des bed and breakfast, des Airbnb, et abandonnent le petit élevage familial. Donc, en gros, c'était assez étonnant de voir qu'effectivement, on faisait des événements pour valoriser finalement les produits de ce petit élevage familial, mais en même temps, ça a attiré de plus en plus les villageois dans le tourisme et ça a abandonné le petit élevage familial. Donc, ça, c'était aussi un fait marquant de ce système, c'est qu'effectivement, on va à Tatev, on va dans d'autres villages, de plus en plus, il y a des break and bend fest, et de plus en plus, ces villages, en fait, ces villageois nous disent, non, moi, je n'ai plus besoin d'avoir 3 moutons, 4 moutons, j'ai mon break and bend fest. Alors, un autre aspect, et là justement, là je fais le lien avec ce Sheep Sharing Festival, c'est qu'un des grands acteurs de ce festival, eh bien, c'est des personnalités qui sont apparues aussi durant mon voyage ossionique et que moi j'ai appelé la pastorale évergétique. Alors, l'évergétisme, c'est quoi? Je me suis basé en fait sur un article de Farida Adelra, qui est connue puisque c'est une chercheuse anthropologue qui a notamment fait passer je ne sais pas combien d'années en prison en Iran avant d'être libérée là, récemment. Et elle a fait en 2004 un article qui est extrêmement intéressant pour moi, puisqu'elle parlait en fait de la diaspora iranienne présente en Arménie, et qui venait chercher dans cet épisode d'expatriation en fait une certaine notabilité à travers notamment des investissements pour les biens publics dans leur propre territoire. Donc on peut définir l'évergétisme comme, ça vient du grec, hein, c'est quelque chose qui a été défini et montré à la fois chez les Grecs, mais aussi chez les Romains. C'est tout simplement la bienfaisance ostentatoire et intéressée pratiquée par des élites fortunées, qu'on appelle les évergètes, qui financent ainsi des œuvres d'utilité publique dans leur région de naissance, qu'on appelle des investissements évergétiques, afin d'accéder à la notabilité ou à des responsabilités politiques. Eh bien, en Arménie, la pastorale évergétique, c'est comme ça que je l'ai nommé, en fait, ça décrit en fait, les initiatives autour de l'élevage pastoral portées par des riches entrepreneurs arméniens investissant dans leur archa, c'est-à-dire leur territoire vernaculaire arménien, parfois après un épisode d'émigration. Donc on est proche finalement de ces personnages évergétiques qui a été décrit par Adelra et qui était d'origine iranienne. Alors, un exemple parmi d'autres, j'ai croisé à Kapan un entrepreneur qui possède un cheptel de 1000 têtes, qui va faire transhumer sur les hauts massifs du Zangezur par des employés. Donc, c'est un déplacement saisonnier de courte amplitude, hein, puisqu'effectivement, ces massifs sont au-dessus de Kapan. Oui, c'est ça, au-dessus de Kapan. Il détient aussi la fromagerie de Kapan. Il détient aussi l'abattoir privé de Kapan. Il faut savoir qu'en 2015, l'Arménie s'est dotée de 8 abattoirs privés. Non, il y en a quelques-uns, je crois, qui sont... Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et l'ensemble de ces abattoirs travaillent avec le marché iranien. C'est-à-dire qu'en fait, conséquence, c'est qu'effectivement, parmi les employés de ces abattoirs, il y a un mollah et il y a un vétérinaire iranien qui vient contrôler la viande pour être sûr que, voilà, elle est halal.
Voilà, il n'est pas caché. Pas encore. Pas encore. Et donc, elle est halal. Et donc, c'est pareil pour Kapan. Et effectivement, pourquoi d'un seul coup on s'est mis à construire ces abattoirs? C'est tout simplement parce qu'en 2014, l'Iran a décidé de fermer ses frontières au bétail vivant importé. Parce qu'il y a eu des graves maladies qui sont arrivées dans le troupeau iranien à cause de bétail importé d'une manière informelle, je dirais, venant en particulier des frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc, du coup, l'Iran a décidé de fermer ses frontières, mais par contre, d'ouvrir ses frontières à de la viande réfrigérée. Branle-bas de combat en Iran, on a décidé de construire ces abattoirs et donc d'exporter maintenant de la viande réfrigérée à l'Iran. Et donc, un de ces abattoirs, enfin la plupart de ces abattoirs sont tenus et sont l'œuvre de ces entrepreneurs arméniens fortunés, puisqu'il faut de l'argent pour construire là. Ici, celui-là d'entrepreneur à Kapan, donc non seulement possédait une bête, posséder la fromagerie, posséder l'abattoir et aussi posséder les seules bétaillères de grande capacité que j'avais vues en Arménie. Et apparemment, à cette époque-là, en fait, c'était les seuls. C'est-à-dire qu'il était capable, lui, avec ses bétaillères pouvant contenir 450 têtes, d'aller chercher des troupeaux au fin fond de l'Arménie pour les amener dans son abattoir et commercer comme ça avec l'Iran. En plus, il profitait justement lui aussi de sa période d'émigration, puisqu'il revenait d'un long séjour en Iran où il avait construit son réseau. Et en fait, grâce à ce réseau, il pouvait effectivement faire dérouler sa marchandise arménienne en Iran. Un autre exemple, justement, c'est l'ONG Strategic Development Agency, la SDA. Alors là, effectivement, on peut chercher l'entrepreneur, mais quand on regarde un petit peu sur leur site, il n'y a aucun organigramme. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas qui contacter dans cette agence. Il y a effectivement une adresse mail, etc., mais aucun organigramme. Et par contre, au détour de quelques paragraphes qui parlent de l'actualité de l'ONG, effectivement, il y a un nom qui apparaît, et c'est toujours le même nom qui apparaît, c'est le président de cette ONG, et ça ressemble en fait à une ONG, mais qui est tenue par une seule personnalité. Donc bon, je l'ai classé dans ces entrepreneurs énergétiques. Ça mériterait évidemment d'être un peu plus questionné, mais en tout cas, effectivement, on est dans cette personnalisation de projet. Et lui, en particulier, ou en tout cas son ONG, elle est à la fois à l'initiative de la création du marché de bétail de Roth, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut voir que les marchés aux bestiaux en Arménie sont particuliers, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont complètement mobiles. Vous allez à Gyumri, par exemple, c'est un marché mais complètement informel dans un coin, qui n'a pas de lieu vraiment prédisposé, et donc il bouge en fait en fonction de l'urbanisme en fait, de la ville, quoi. Par contre, vous allez autour du lac Sevan, il y a le marché de Martouni, je crois, qui lui a un lieu bien fixé, qui est réputé et qui effectivement, lui, est vraiment un lieu d'échange formel entre vendeurs et acheteurs. Ici, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont installé un marché en dehors du village de Roth, effectivement, et derrière cette idée-là, il y a une valeur sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de venir en aide aux petits éleveurs afin d'améliorer les races qu'ils possèdent. Pour l'instant, ce travail est uniquement fait sur les bovins. Pour l'instant, ça ne touche pas encore les petits ruminants. L'idée, c'est aussi de permettre et d'aider aux éleveurs de trouver des débouchés dans les grands abattoirs, parce qu'effectivement, ces petits éleveurs villageois, généralement, ne passent pas par les grands abattoirs, parce que ça leur coûte trop cher ou que c'est pas du tout leur réseau marchand de débouchés. Généralement, ce petit élevage, en fait, il reste dans les villages où c'est plutôt justement des intermédiaires qui viennent les chercher dans ces villages. Là, l'idée, c'est effectivement leur trouver des portes d'accès à ces grands abattoirs, accès aux soins vétérinaires, évidemment, accès à des formations. L'idée, effectivement, c'est de former ces petits éleveurs aux soins, mais aussi à l'amélioration des bêtes. Il y a un restaurant qui s'est mis en place. L'idée, c'est de valoriser la nourriture locale et la viande locale. Et il y a aussi un hôtel qui s'est mis en place. En 2021, justement, ce marché est devenu une entreprise sociale qui s'appelle maintenant The Ranch. Donc, à travers ces deux exemples, on a effectivement cet investissement dans le domaine pastoral qui est fait par ces entrepreneurs, je dirais, énergétiques, qui est un autre aspect des résistances pastorales dans Socionique. Car cette ONG, oui, pardon, je suis allé trop vite en besogne, cette ONG, ils sont aussi à la base du festival de Tombe du Mouton. Alors, c'était assez marrant parce qu'à l'époque où moi j'y étais, l'organisation était collective, puisqu'il y avait l'association de femmes, il y avait aussi les responsables locaux du téléphérique de Tatev, qui est réputé être un des plus longs au monde. Et tout ce petit monde, en fait, s'est réuni pour l'organisation de ce festival qui, à l'époque, se déroulait à Tatev. En 2017, ça a complètement changé.
le festival, en fait, la SDA a décidé de l'organiser tout seul et de le faire sur leur marché de Rhodes. Et visiblement, l'association de femmes et le téléphérique de Tatev avaient été exclus d'organisation. Nouveauté aussi, c'est qu'entre-temps, on n'est plus juste à la valorisation du sionisme, mais maintenant à la valorisation de l'ensemble du folklore arménien autour de la laine. Et effectivement, on voit aux images maintenant qu'effectivement, les activités qui sont proposées durant ce festival ont évolué et sont beaucoup plus larges. Alors, la conclusion. Je crois que... Oui. Alors, je parle d'exception arménienne déjà sur plusieurs aspects. D'abord, effectivement, comme je le disais au début, on est dans un cas quand même d'un pays qui peut étendre son domaine pastoral. On a plein d'estimes qui sont vides. Et je veux dire, quand on regarde comparativement avec la Turquie, l'Azerbaïdjan à côté, ou la Géorgie ou d'autres, le Kurdistan irakien, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui n'utilise pas ses estives et dont 70% des estives sont vides, c'est extrêmement rare, c'est vraiment une exception. Et c'est une chance pour l'Arménie en soi. Deuxièmement, cette relance d'activités d'élevage de longue distance. On a vu qu'effectivement, d'une manière générale, de ce que j'ai pu constater à droite à gauche, on va plus vers des sédentarisations de ces groupes d'éleveurs. En Arménie, on a eu dans le sionique un phénomène inverse, c'est-à-dire des groupes de personnes qui ont décidé de relancer une activité de longue distance, qui n'avaient pas forcément une culture de mobilité de longue distance, puisque effectivement, et on en reparlera sans doute après, il y a un biais culturel au niveau des Arméniens et même des Yézidis, j'ai envie de dire, mais sur le fait qu'effectivement, l'élevage semi-nomade, le nomade, le tchoban, c'est pas un Arménien. Et là, effectivement, on a cet exemple de groupe, de communautés qui décident de relancer une activité de longue distance, alors qu'effectivement, plutôt le phénomène, c'est plutôt vers la sédentarisation. Donc ça, c'est vraiment une exception arménienne en soi. Une autre exception, c'est cette transhumance transnationale. On est quand même sur une transhumance qui traverse une frontière, déjà, qui, quand j'en parlais à différents chercheurs, était un phénomène peu connu. Et en plus de ça, il y a quelque chose d'informel, puisqu'effectivement, le territoire d'hivernage est sur un territoire, donc on dit territoire, donc c'est un lieu politique, une région politique, qui n'était pas à l'époque reconnu par la communauté internationale. La République de l'Artsakh, c'était un territoire informel en soi, et donc on a une espèce de transhumance transnationale informelle. Et c'est quelque chose, je cherche et je suis en train de chercher un cas similaire ailleurs. Il y avait le cas du Rojava. Le Rojava, donc c'est la région kurde de Syrie. Mais il n'y a pas de transhumance entre le Kurdistan irakien, la Turquie et le Rojava. Ce qui traverse, par contre, c'est le commerce de moutons. Donc, en fait, là, moi, je suis à la recherche d'un cas similaire pour pouvoir faire un travail comparatif, justement. Et aujourd'hui, je n'en ai pas encore trouvé. C'est-à-dire de transhumance qui va dans un pays qui est non reconnu. Mais si je ne me trompe pas, ça n'existe plus, maintenant. Ça n'existe plus, je pense, oui. Voilà. Donc là, en fait, il va falloir que je travaille sur un matériel qui n'existe plus. Mais bon, en tout cas, ça a existé et ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être intéressant en termes de recherche. Un autre aspect, donc oui, j'en parlais de ça, justement, c'est cette mobilité faite par des Arméniens qui, en finalité, sont allés à l'encontre d'un biais culturel général. Et c'est le titre que j'ai donné justement à cet exposé, qui va là-haut, à part les oiseaux. En fait, c'est les villageois arméniens qui m'ont dit ça, du Sioni qui m'ont dit, mais quand je leur dis, certains m'ont dit, regretter l'époque où les Azéris du Karabakh, du bassin de la Toura et de la Raïs, montaient dans le Sioni, prenaient en passant les moutons des villageois arméniens et allaient sur les hauteurs. Il y avait un échange comme ça, en fait, de procédés. Et la plupart des villageois me disent maintenant, mais plus personne va là-haut, c'est vide. Qui va là-haut? Même pas les oiseaux. Ou les sous-entendus, à part les Yézidis ou à part les Azéris. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme pour mon exposé, parce qu'effectivement, qui va là-haut? Et là, effectivement, ce qui est intéressant dans le Sioni, qui va là-haut, des bergers arméniens. Et ça, c'est un phénomène aussi. C'est ce qu'ont mis en place cette population arménienne dans le Sioni, c'est un phénomène qui est quand même assez intéressant et assez unique en Arménie en tout cas, dans l'aspect massif en fait du phénomène. Un autre aspect de cette exception arménienne, c'est la ronde aux moutons. Effectivement, c'est quelque chose
qui est à la fois très particulier à l'Arménie dans sa diversité, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays et qui mériterait aussi une étude particulière, tant elle prend des proportions intéressantes en Arménie dans sa diversité, mais aussi dans la gestion des biens communs. Là, on est vraiment dans quelque chose d'une culture, je dirais, populaire, d'une gestion des biens communs populaires, et surtout dans un cadre où, à chaque fois, il m'a semblé que j'ai cherché l'État, c'est-à-dire que l'État, je ne le sentais pas présent. Là, clairement, ce sont des communautés villageoises qui se prennent en main. Un autre aspect intéressant avec l'Arménie, c'est cette imbrication entre pastoralisme et nationalisme. Effectivement, quand on discute par exemple avec les gérants de la ronde aux moutons, par exemple, ils ont vraiment une fierté de dire qu'on a stoppé l'immigration, on permet aux gens de travailler, d'avoir un revenu, etc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension de fixation des populations dans les campagnes arméniennes, alors qu'effectivement, on le sait, l'Arménie vit vraiment une saignée démographique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi, c'est cette implication entre patriotisme et nationalisme. Et c'est pour ça que dans un de mes articles, souvent, je parlais de pratiques pastorales patriotiques. Alors, pourquoi je les appelle résistances? Alors, est-ce que ce sont des pratiques de résistance en soi, intrinsèquement? Non, pas spécialement. Effectivement, on peut faire de la ronde au mouton sans forcément que ce soit une résistance à une situation, etc. Bien que, effectivement, généralement, on met ça en place parce qu'on n'a pas les moyens de payer un berger. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans le sunnique, et le contexte du sunnique et de l'Arménie fait qu'effectivement, ces pratiques-là peuvent être qualifiées de résistance parce qu'effectivement, on est vraiment dans l'idée d'une occupation du territoire. Il faut occuper le territoire et il faut faire en sorte que ces territoires soient viables économiquement. Et donc, en ce sens-là, elles sont résistantes parce qu'effectivement, c'est un vrai travail de maintien de population rurale dans ces territoires. Alors, on peut même aller plus loin, puisqu'effectivement, l'ANR Imagine, par exemple, travaille sur les résistances intercitoyennes. Il nomme ce type de résistance, il définit ces résistances comme des initiatives par le bas qui constituent des alternatives politiques, économiques et écologiques qui émergent dans des situations de conflit ou de crise marquées par différentes formes de violence et où les États sont absents ou contestés parce que considérés défaillants, corrompus ou trop autoritaires. Effectivement, ce que j'ai pu, moi, observer dans le sunni, comme je vous ai dit, l'État, je ne le vois pas beaucoup. On est bien sur des communautés, on est bien sur des pratiques, que ce soit la ronde du mouton ou cette mobilité transnationale qui est populaire, c'est-à-dire qui vient par le bas, qui vient de gens par le bas, et effectivement qui émerge dans une situation de violence, la violence je dirais, symbolique que fait la Turquie et l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, et de crise. On est bien dans une situation de crise en Arménie. Alors, le cas des entrepreneurs énergétiques, effectivement, est-ce qu'on peut parler de résistance intercitoyenne? D'une certaine manière, ils s'inscrivent dans une résistance citoyenne, dans le sens où là, on est bien d'accord quand on ouvre une fromagerie, quand on ouvre un abattoir, quand on crée un élevage de 1000 têtes, j'ai vu ça à Capane, mais j'ai vu ça aussi dans le Chirac, où on emploie des gens, on est dans une œuvre publique d'une certaine manière, puisqu'on aide effectivement l'Arménie à être viable économiquement. Donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, il y a quelque chose de citoyen. On est bien aussi dans un système démocratique en Arménie. Par contre, il y a une chose qui est apparue très clairement aussi en Arménie, c'est ce rapport patron-employé. Les patrons se plaignent de leurs employés en disant mais il y a une mentalité qui est issue du collectivisme qui fait qu'en fait les gens, le salariat c'est quelque chose mais qui les dépasse totalement, ça ne les intéresse pas, ils quittent leur emploi comme ils veulent, quand ils veulent pour aller s'occuper soit de leurs petites bêtes justement du village, soit de leur lopin de terre. Et donc en fait la plupart des entrepreneurs se plaignent de cet état de fait, que ce soit, moi je me rappelle d'une conversation avec la responsable de l'Office du tourisme de Tatef qui me disait mais pendant le festival, c'est difficile de travailler avec les gens parce que tous ceux que j'emploie, ils partent à un moment donné. C'est-à-dire que les horaires, ils ne se connaissent pas, ils en ont marre et ils partent pour s'occuper. Ah non, ils te disent, non, non, mais j'ai mes moutons là, ben non, j'ai mon open terre, il faut que j'aille m'en occuper. Et ça, pour les entrepreneurs, c'est un vrai problème. Mais de l'autre côté, pour les villageois, c'est aussi une résistance. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, en fait, ces entrepreneurs énergétiques, ils créent des résistances chez les villageois, parce qu'en fait, chez les villageois, cette résistance, c'est aussi une méfiance vis-à-vis de l'oligarchie, par exemple, tout simplement. Il me semble que le combat contre l'oligarchie, c'est quelque chose aussi qui a mobilisé beaucoup les foules arméniennes il n'y a pas très longtemps. Il y a ces rapports de verticalité, d'individuation, et donc,
effectivement, là, on n'est plus réellement dans une résistance intercitoyenne parce que ces entrepreneurs énergétiques, on ne peut pas dire réellement qu'ils soient dans le bas, qu'ils soient pour le bas. Et en tout cas, je dirais, ce rapport de verticalité, en fait, ne pourrait pas trop les mettre dans ce registre-là. Mais bon, c'est ouvert à débat. Et comme je le disais, effectivement, leur existence, en fait, crée une nouvelle résistance, puisque, effectivement, comme je le disais, ces employés résistent au statut de salarié. Enfin, pour terminer, perspective d'enquête, on sait tous ce qu'est devenu le SUNIC ces derniers temps. On a perdu le Karabakh, donc ça veut dire que ces éleveurs ont perdu les alpages de l'Arax, du Bas-Arax. Certaines parties de territoire arménien sont occupées par les Azéris, entre autres des parties des estives de Goraïk et des parties des estives de Djernouk. Donc ça veut dire qu'il y a des bergers qui ne peuvent plus aller là-haut, des bergers arméniens qui ne peuvent plus aller là-haut. Donc clairement, une perspective d'enquête, c'est que deviennent ces résistances pastorales dans ce cadre-là. Une autre perspective d'enquête, ce serait d'aller voir, de rencontrer des réfugiés, d'avoir des témoignages de réfugiés de l'Artsakh, pour savoir tout simplement quelles étaient leurs pratiques pastorales durant cette République de l'Artsakh. Est-ce qu'ils utilisaient la ronde au mouton? Est-ce qu'il y avait des déplacements de longue distance? Moi, je sais qu'il y a des éleveurs de Tatev qui m'ont dit qu'ils étaient allés acheter des moutons dans le Karabakh. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi un échange de commerce de moutons entre le Karabakh et le SUNIC. Ça, c'est à étudier. Et puis, surtout, effectivement, comme je disais, le Barekam et la ronde au mouton dans l'Artsakh, ce serait intéressant de voir s'il y avait aussi ce système de calcul et surtout quelle différence on peut trouver. Et puis, du coup, d'essayer de définir pourquoi il y a une variation de système de calcul entre chaque village. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Michael. S'il y a des questions, sûrement il y en a. Une des questions que je me posais, c'était cette estimation de 70% des estives qui sont inutilisées. Donc ça, c'était sur l'espace Arménie plus Karabakh. Non, c'était Arménie. C'était seulement pour l'Arménie. Ouais, Donc, là, sur le Karabakh, j'en sais strictement rien. Oui, mais par exemple, la zone à côté de l'Arax et tout ça, donc ça ne rentrait pas dans Non. le calcul. Non. Donc en fait, ça veut dire C'était que… surtout sur les pâturages d'été, les estives. Ouais. Ça veut dire que grosso modo, c'est toujours valable, ce 70% de… Je ne sais pas. Les changements géopolitiques récents n'ont pas changé cette donnée-là, non. proportion. Sauf qu'effectivement, ça a peut-être joué sur le débouché commercial avec l'Iran, puisqu'on sait qu'il y a un corridor commercial qui doit se mettre en place entre le Nakhchivan et l'Azerbaïdjan. Est-ce que ça aura un impact sur cette ouverture du marché iranien? Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la deuxième question que je me posais, c'est est-ce que ton travail est arrivé d'une façon ou d'une autre aux autorités, en fait, comme une sorte de… Enfin, parce qu'il y a quand même une petite dimension de préconisation de politique publique, là, dans ce travail. Donc, est-ce que c'est arrivé à des oreilles susceptibles de faire fructifier ça dans cette direction-là, quoi? C'est très à la mode aujourd'hui. La valorisation du travail de la recherche et les préconisations de politique publique. Alors là, il me semble que c'est quelque chose de… Alors, j'ai été contacté suite à la dernière guerre du Karabakh et donc à la perte de ces pâturages. J'ai été contacté par une ONG, ou la Fondation arménienne, je crois. Je ne sais plus. Et ils m'ont demandé effectivement des informations sur les pratiques pastorales qu'il y avait dans le SUNIC et la manière dont je pouvais imaginer la poursuite de ces longues transigences alors qu'ils n'avaient plus de pâturage justement sur la région de l'Arax. Et donc, du coup, c'est là où on a parlé d'agropastoralisme, de sylvopastoralisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que ces troupeaux finalement aillent dans les régions boisées entourant Maigri ou entourant Kapan. Et là, on serait dans d'autres pratiques pastorales, ça existe. Par contre, le gardiennage est beaucoup plus compliqué dans une forêt. Ça veut dire aussi que ça va changer complètement la physionomie de cette forêt si on envoie des troupeaux là-bas. Il y avait une autre possibilité, comme je leur disais, c'était d'envoyer les troupeaux dans le Bayotzdor. La seule chose, c'est que, est-ce que ça nécessite aussi de changer de race? Parce que dans le Bayotzdor, l'hiver dans le Bayotzdor n'est pas du tout la même que sur les rives de l'Arax. Donc, en fait, je ne sais pas du tout ce qui est devenu. J'ai été effectivement approché là-dessus et je ne sais pas ce qui est devenu. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est comme je le disais, j'avais participé à ces journées d'études sur le SUNIC proposées par l'Institut d'études archéologiques et d'ethnologiques d'Erevan, où j'étais le seul à parler de pastoralisme.
Et et surtout, c'était pas que ça, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux pour moi, mais surtout, c'était les réactions des chercheurs que j'avais eues et qu'on me traduisait à ce moment-là, puisque pareil, j'étais le seul à pas parler arménien, et en plus de ça, j'avais fait ma présentation en anglais, et pareil, il avait fallu traduire parce que les chercheurs ne comprenaient pas forcément l'anglais. Et du coup, mais vraiment, j'avais eu une réaction je dirais, de citadins arméniens qui ne voient le pastoralisme que comme une activité de yézidis, en fait. Et quand je leur parlais de cette pratique de double transhumance des villageois de Goris et de Terre entre l'Arax, ils me disaient, mais non, ce ne sont pas des Arméniens, ce sont des yézidis. Et j'avais beau leur dire, non, non, ce ne sont pas des yézidis, ce sont des Arméniens. Et j'avais en face de moi, mais vraiment un scepticisme. Et je croyais que dans ma tête, vraiment, ça en disait long. Et je dirais, des préjugés que peuvent avoir les Arméniens, en fait, ouais, sur les pratiques pastorales, en fait. Je vois, quand j'ai travaillé avec Roman Ovsepian, en fait, c'était le seul, en fait, qui avait abordé les yézidis dans leur pratique pastorale, mais d'un point de vue d'utilisation des plantes, etc. Mais voilà, il avait eu, je dirais, cette approche d'aller voir les yézidis et tout ça, avec des fois des conséquences difficiles, hein, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Entre yézidis et arméniens, c'est pas non plus la grosse entente, hein, je veux dire, il y a des préjugés des deux côtés. Et donc, moi, je me rappelle être tombé dans des villages où vraiment avoir senti de l'hostilité. Et avec Romain, de dire, bon, ben allez, on y va, hein. Mais voilà, mais à côté de ça, voilà, moi, ce qui me sauvait, c'est parce que ben, voilà, je parlais le courmanji, donc j'arrivais quand même, mais c'était pas évident. Et à côté de ça aussi, j'ai eu aussi des cas d'éleveurs yézidis qui vraiment montraient que pour eux, il n'y avait pas de souci, que tout se passait bien. Et c'était assez marrant parce que je vous parlais du Baran Berdan, en fait, de ce rituel, hein, de la mise des béliers dans les troupeaux. Et c'est quand même un rituel typique de population nomade de ces régions-là. Et c'est intéressant de voir à quel point le calendrier arménien est de plus en plus utilisé par les Yézidis comme référence pour caler le Baran Berdan. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que les naissances se fassent le jour de la Saint-Valentin du calendrier arménien, qui est une fête apparemment qui bouge, qui est en février et qui est une fête qui bouge selon, en fait, c'est en gros les autorités locales religieuses qui décident de quel jour va être cette fête. Et en fait, souvent, ils me disaient, et ces éleveurs yézidis me disaient, ben voilà, on fait en sorte de mettre les béliers pour que les naissances se fassent au moment de la fête arménienne. Et c'est assez, vraiment, ça aussi, c'est un sujet intéressant de voir cette imprégnation de culture arménienne et yézidi sur les pratiques pastorales. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, bah, pour l'instant, non, voilà, c'est la seule fois où on m'a approché, mais c'est tout, quoi, c'est terminé. Et, et vraiment, de ce que j'ai vécu pendant ces journées d'études, c'était vraiment très, très caractéristique, mais en fait, ce qui ne faisait que démontrer ce que j'avais déjà ressenti sur le terrain, quoi. Une deuxième chose dans ce que tu disais sur les Kurdes yézidis par rapport aux yézidis tout court, Ouais. en fait, effectivement, en Arménie, alors nous on a eu l'occasion d'avoir des entretiens avec le responsable de la communauté justement des yézidis, Mhm. ceux qui publient un journal sur Oui, oui, lequel tout à c'est fait. écrit Ouais. Nous sommes yézidis, nous parlons Les yézidis, yézidis, notre voilà, religion est exactement. yézidi. Et nous parlons le SDK et Et pas le voilà, Courmanji. Ouais. c'est ça, voilà. Et qui alors avec tout un délire de justification, un bouquin qui a été publié pour démontrer que tout ça était vrai. Et en fait, tout ça, c'est sur fond, enfin, peut-être sûrement sans doute, tu le sais, parce que tu parles de Courmanji, mais c'est sur fond de rivalité entre deux approches, en fait, parce qu'il y a aussi les Kurdes tout court, qui ne se disent pas Courmanji, ceux-là, ils sont musulmans, mais en fait, Ceux-là, ils je ne sont les ai plus pas en rencontrés. Arménie, Ouais. voilà. Apparemment, il y a quelques. Ils Mais étaient- quand j'y étais, on m'a dit qu'il restait 3-4 familles de Oui, Kurdes c'est musulmans ça. à C'était Erevan. ceux du corridor rouge, du D'accord. Kurdistan rouge, en fait, Ouais, d'accord. Ok. de cette zone qui a Mais je ne les ai pas rencontrés. Ouais. la Chine, tout ça, avant la guerre du Karabakh. Mais en fait, c'est qu'il y a une rivalité entre, il y a deux clans finalement qui sont formés au sein des Yézidis, ce qu'on appelait avant les Yézidis, une partie qui a été en fait approchée par le PKK, Oui. avec une idéologie nationale, donc dans lequel le terme kurde est très important. C'est très important. Et Vous puis allez dans ces villages, il y a puis- marqué Öcalan, tagué sur les. Öcalan, c'est le leader charismatique des Kurdes de Turquie qui a Alors que emprisonné. les autres, c'est les loyalistes Ouais. qui publient des livres sur comment ils se sont battus aux côtés des Arméniens pendant la Exact, guerre du ouais. Karabakh, qui sont aux premières loges pour le défilé du 24 avril, etc. Oui, parce qu'en fait, Donc, les Yézidis, à juste titre, considèrent que les Kurdes musulmans les ont persécutés, ce qui était vrai. Donc, effectivement, pour eux, se considérer Kurdes, c'est non, 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 les Kurdes, ils nous ont persécutés. Mais effectivement, là, la manière dont tu expliques, c'est exactement ça. Dans deux villages différents, on a d'un côté, non, mais
les Zdiki, c'est des conneries, on est Kurdes, on parle le Kurmanji, et vive Abdullah Öcalan. Et puis de l'autre côté, non, les Yézidis, et les Kurdes, c'est les autres, c'est ceux qui vont massacrer. Mais c'est Tout des ça, nouveaux hein. récits dans les deux cas, en fait, Ouais. parce que c'est des récits nationaux qui étaient un Ouais. peu étouffés à l'époque soviétique, et donc, en fait, qui ont ressortent, été un hein, peu ouais. instrumentalisés d'un côté ou de l'autre, et puis finalement, qui se créent de façon différente. Ouais, ouais. Après, les deux parties pratiquent des. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les Yézidis qui vont vers la frontière du col du Vorotan, donc qui vont estiver sur les grands estivs de Djermouk, en fait, sont plutôt des Yézidis, justement. Et ceux qu'on retrouve du côté de Chirac, ce sont des Kurdes Yézidis. Vraiment, les deux clans, en fait, vraiment certains. Ceux-là partent plutôt vers le sud, et les autres partent plutôt vers le nord. Peut-être que l'hostilité, d'ailleurs, elle peut venir de soupçons d'un côté ou de l'autre, enfin, non? Ça, je ne sais pas. Alors là, pour le coup, comme je n'ai pas vraiment travaillé sur ça, mais par contre, effectivement, sur place, par exemple, le Baran Bardan, quand je parlais des Baran Bardan aux Kurdes, je dirais aux Kurdes yézidis, pour eux, c'est des vieilles pratiques, des vieilles pratiques des yézidis, en fait. Mais nous, voilà, nous, on est modernes, on est nationalistes, etc. Et on ne parle plus de ça, quoi. Voilà, ça se retrouve aussi dans les pratiques pastorales, en fait, hein. Voilà. Moi, j'avais quelques questions et quelques remarques aussi par rapport à ce point. Pourquoi on ne traite pas comme quelque chose qu'on pourrait étudier, etc. C'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs facteurs, en fait. Moi, je n'arrive pas à me mettre dans le rôle de chercheur qui pourrait traiter cette question, mais je me rends compte que finalement, le fait que j'en ai à Goulis et que je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu de Yezdi à côté, Oui. bah, c'est quelque chose de tellement naturellement ancré au niveau local, en fait. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'avant l'Union soviétique, il y avait cette profession presque, ou je ne sais pas, Pendant c'était... l'Union soviétique. Pendant les. Oui, oui. Oui, mais c'est. Oui, pardon, Ouais. avant la chute, je voulais dire. Et ensuite, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas des grandes entreprises. En fait, c'était toujours des petits, je sais pas, des petites coopératives ou je sais pas, des petites entreprises, etc. Mais ça restait toujours au niveau local. Oui. Mais c'est ce pastoralisme villageois, en fait, hein, oui, qui est oui, assez oui, classique chez les Arméniens. mais je n'ai jamais eu cette... parce que, si je comprends bien, tu essaies de dire qu'il y a une sorte de connotation péjorative quand même par rapport à cette profession de... Ben, surtout quand il s'agit de Oui. quelque chose qui se rapproche du nomadisme, en fait, où c'est des Oui. grosses populations qui se déplacent. Moi, je me rappelle effectivement, à Keshout, il y a quelqu'un qui m'a fait tout un discours, c'est les Terekeme, c'est-à-dire les Turkmènes, en fait, hein, et qui étaient les nomades, et il m'a dit, mais eux, c'est les pires, ils vivent au milieu de leurs bêtes et tout, c'était l'horreur, enfin bref. Et on sent vraiment qu'il y a ce ressenti-là. Et à côté de ça, il y a un double discours par rapport aux Azéris, où effectivement, j'ai pu entendre à Tatev et même à Keshout, effectivement, ils disaient, mais à une époque, les Azéris remontaient du Karabakh, et nous prenaient nos moutons, et ils allaient là-haut, et tout ça, quoi. Donc, en fait, il y a cette double approche, c'est-à-dire que on regrette cette interdépendance d'une certaine époque avec les Azéris. Et en même temps, il y a quand même cette image du nomade qui est insupportable. Le choban, c'est le moins que rien. Ils utilisent le terme d'ailleurs pour dire berger. Et souvent, j'en discute avec vous, c'est qu'effectivement, les bergers actuels arméniens ne s'appellent pas choban entre eux, ils disent employés ou salariés. Ils ne disent pas choban parce que c'est vraiment c'est dénigrant au possible. C'est mauvais quand même. Il y a un autre mot en arménien, c'est mauvais. Mais qui fait très lyrique, en fait. Oui, Ouais, ça, c'est vraiment, on imagine tout de suite. Oui. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est quand même, il y a plein de films qui tournent autour du pastoralisme, plein de films arméniens qui tournent autour des pratiques pastorales, autour du mouton, etc., quoi. Mais effectivement, généralement, c'est plutôt une pratique villageoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le film Seasons, le documentaire Seasons de, comment il s'appelle? C'est des chiens, Voilà, c'est ouais. pas un documentaire. Ben là, pareil, moi, à un moment donné, mon grand souci à l'époque où j'étais en Arménie, c'est de savoir où est-ce que ça a été tourné. Et donc, je cherchais vraiment à savoir où est-ce que ça avait été tourné, parce que là, effectivement, on voit une pratique de déplacement de troupeaux. Il faut lui demander. Ouais. Et on voit des pratiques de déplacement de troupeaux qui ont l'air plutôt de longue distance, puisqu'il y a ce fameux passage du tunnel qui est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement révélateur de ce qui se passe à l'intérieur d'un troupeau et surtout sur des routes quand il y a du trafic. Et là, je trouve que c'est filmé, mais on ne peut pas faire mieux que ça. Mais effectivement, là, on voit comme, et je veux dire, Sezen, c'est un classique du cinéma arménien. Et là, on cinéma mondial maintenant. Ouais, voilà. Considéré. Et je veux dire, on voit bien des bergers, ils parlent bien arménien. Alors après, est-ce que je sais pas, est-ce que c'était des Azéris ou je sais pas, parce que c'est tourné à une époque où
Voilà, ça, ce serait vraiment à savoir qui était cette communauté, en Quand tout tu cas. retournes en Arménie, on peut essayer de t'organiser un rendez-vous avec les chiens. Hein. Ah bah oui, avec grand plaisir, oui. Ah bah oui, moi j'ai beaucoup de questions à poser sur ça, sur son film. Mais Mais en bon. fait, j'ai l'impression que la perception doit être vraiment différente, avec presque la frontière que tu essayais de dire. Je veux dire, moi, je n'ai pas du tout cette perception parce que, encore une fois, au niveau du quotidien, tu n'as pas des Yezdi, tu n'as pas ces deux catégories, et donc ça change complètement. Tandis que c'est vrai que dès que tu es à Yerevan, Yezdi a toujours une image très spécifique, particulière. Et moi, j'avais une question. Est-ce que c'est d'où vient le fait qu'ils ne gardent que des moutons et Alors, pas, par exemple, non, mais des les vaches, Yézidis gardent aussi des vaches. Hein. Non, non, non. Mais la seule chose, c'est qu'il y a pareil, il y a un stéréotype déjà historique, dans le sens où les Yézidis sont des nomades, donc kurdes ou pas kurdes, on ne sait pas, mais qui viennent la plupart de Turquie, qui se sont retrouvés en Arménie ou en Géorgie parce qu'ils ont fui en fait les pogroms. Ils sont venus avec leurs troupeaux. C'était des éleveurs nomades tels qu'on peut les rencontrer, qu'on peut en rencontrer encore en Turquie, tels que j'ai pu en voir en Turquie, qui ont une tradition de moutons, mais qui avait aussi à l'époque une tradition aussi d'avoir quelques bovins pour transporter les tentes et le matériel. Et ça, Madame Chantre, quand elle décrit effectivement ces nomades qui remontent la rivière du Borotan, etc., l'Arpachai, je crois, à l'époque, elle parle effectivement de ces gros troupeaux de moutons, mais aussi de ces bœufs et parfois de chameaux qui servaient en fait pour transporter le matériel. Avec la motorisation, avec plein de choses, les éleveurs, ils n'ont plus besoin des bovins pour transporter du matériel, et donc du coup, sinon des chevaux. Et donc du coup, les bovins ont été mis de côté. D'autant plus que généralement, les bovins sont gardés traditionnellement. Il y a un aspect genré, c'est-à-dire que les bovins sont plutôt gardés par les femmes, parce que les vaches sont jamais très très loin du campement, et donc comme les femmes sont inscrites dans le campement, eh bien, en gros, ça leur permet aussi de... Mais comme voilà, donc en fait, c'est devenu les moutons parce qu'on n'a plus besoin des bovins, et puis en plus de ça, parce qu'il y a une dimension genrée. Et en plus de ça, c'est venu à un tel point que moi je suis tombé j'ai travaillé sur les blagues aussi. Et il y a une blague sur les Yézidis qui est apparue 3-4 fois dans les villages. C'est l'histoire d'un Yézidi qui s'est plaint qu'on lui a volé son troupeau. Donc les autorités arméniennes viennent le voir. Ils disent, c'est toi le Yézidi à qui on a volé ton troupeau? Et il dit, non, non, mais c'est pas moi. Alors, ils disent, mais attends, on t'a bien volé un troupeau, t'es Yézidi, on t'a bien volé un troupeau. Et le Yézidi répond, bah non, on m'a volé mon troupeau de moutons, donc je suis plus un Yézidi. Voilà. Et ça, c'est une blague qu'on entend régulièrement dans les villages arméniens. Et là, on ne peut pas faire plus stéréotypique, en fait. Hein. Et est-ce qu'on a des chiffres, des proportions, combien de vaches, combien de moutons, combien de chèvres et des chevaux aussi? Je ne sais pas. Est-ce que sur l'Arménie? oui. Oui, sur l'Arménie, il y a beaucoup de chiffres qui ont été. Parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur l'Arménie, donc tout ça est chiffré. Donc il suffit de regarder les rapports. On a régulièrement des chiffres qui tombent, qui nous permettent de connaître les effectifs de moutons, de vaches, de chèvres, etc., etc. Oui, ça, c'est quand même très bien documenté, quoi. Avec aussi la moyenne par village de nombre de moutons, etc., etc. Je n'ai pas mis tout ça, mais il y a beaucoup d'ONG. Donc, du coup, on a quand même accès à énormément de données qui ont été collectées par ces ONG. Quoi. À propos de la méfiance dont tu parlais par rapport aux éleveurs azéris d'Iran, qui ne souhaitent pas qu'ils viennent mettre leur pâturage, ça m'a fait penser à une chose que m'a raconté une personne que j'ai interrogée lors de mon dernier séjour en Arménie et qui était une réfugiée de Maltaguest au Karabakh et qui était là-bas, elle travaillait dans un musée d'ethnologie aussi. Donc, bon, elle avait une connaissance. Dans le Karabakh oui, oui. Ah, il y avait un musée d'ethnologie dans le Karabakh. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait dans le village. Ah, Et elle me disait qu'en fait, les Azéris, au départ, il n'y en avait pas du tout dans cette région. Et elle dit au début, ils ont envoyé des chobans. Ouais. Ils ont envoyé des gens faire perdre leur troupeau. Alors ils venaient, ils repartaient. Et puis après, ils leur ont aménagé des petites cabanes au carrefour des routes, elle me disait. Ils les installaient au carrefour des routes. Et puis petit à petit, bah, ça a fait des villages. Et en fait, elle disait que les villages azéris du Karabakh, ils sont nés comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un récit, une reconstruction, si c'est, enfin, de combien c'est vrai,
Mais je pense qu'il y a il y a cette peur démographique, en fait, Mais oui, bien sûr, bien sûr. qui est Non, mais voilà, que c'est on pas veut du tout bien surprenant qu'ils ne veulent pas faire sur le accepter pâturage, des... Ah oui, complètement. et finalement, voilà, on se retrouve tout à coup débordé démographiquement, quoi. Mais et c'est le problème de l'Arménie, c'est qu'en fait, par exemple, il y a un moment donné, je fais un comparatif entre ce qui est devenu l'Azerbaïdjan après la chute de l'Union, enfin de l'URSS, et ce qui est devenu l'Arménie en termes pastoral. En 2008, en Azerbaïdjan, tous les pâturages étaient utilisés. Ça y est, c'était de nouveau après une chute liée un peu à ce changement de régime, mais en 2008, en l'espace donc de 15 ans, tous les pâturages étaient de nouveau utilisés sous contrat, etc., etc. En Arménie, on en est donc à 70% des alpages qui ne sont pas utilisés, quoi. Et là, on a beau se chercher des questions, des machins et tout ça, à un moment donné, il y a une dimension culturelle qui est indéniable, quoi, qui est indéniable. Mais ce que tu racontes là, je ne suis pas surpris, oui, ça, c'est tout à fait vraisemblable et merci pour l'information. Je trouve ça vachement intéressant, quoi. Je ne sais pas si c'est une information. C'est un récit. Oui. C'est un récit. Je ne sais pas si c'est une information. Parce qu'après, ça demande à être croisé, à être. Enfin, voilà. J'ai même Mais pas de en date, même je temps, vois, voilà, c'est. d'un point de vue, je dirais, le rapport avec la géographie, c'est-à-dire qu'effectivement, les Arméniens dans une certaine situation, les Azéris dans d'autres, ça correspond assez bien finalement à ce qu'on peut voir en Arménie. Je veux dire, typiquement, sur le lac d'Arpi, justement, c'était des alpages utilisés par les nomades. Ici, se sont installés des Azéris. Ils ne se sont pas installés dans le village d'Amasya qui est en bas. Non, le village d'Amasya et tout ça, c'était des régions qui étaient arméniennes. Parce que les Arméniens s'installaient de toute manière à l'intermédiaire entre les plaines et les zones, enfin sur les piémonts en fait, hein. Et c'est quelque chose qui se reproduit, qu'on retrouve un peu partout en Arménie. Effectivement, les villages qui étaient au bord de l'Arak, c'était des villages azéris, et les villages qui étaient les plus hauts, c'était souvent des villages azéris aussi. Et au milieu, il y avait les villages arméniens, quoi. Bon, c'est caricatural, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Donc, ça correspond à peu près à ce que tu dis, en fait, hein. Tout simplement parce que à l'époque des mouvements nomades, les nomades, ils étaient en plaine et ils montaient au plus haut. Et le pastoralisme villageois arménien, il se déroulait sur les piémonts, et ce qui n'empêchait pas d'avoir le village en bas du piémont et le village en haut du piémont, mais c'était autour de ces zones-là, quoi, autour de 1500 mètres, 1000 mètres. Mais tous les pâturages. Qui va là-haut, ça veut tout dire. Pour les Arméniens, quand ils disent qui va là-haut, c'est oui, c'est pas nous. Ceux qui vont là-haut, c'est les Aziris, les Térékémés ou les Yézidis, mais c'est pas nous. À part les oiseaux, voilà. Les morts de faim, quoi, en fait. Ouais. J'ai une question qui n'a rien à voir avec l'Arménie. Parce que depuis que je suis en France, je me demande pourquoi il n'y a pas de viande de mouton on ne trouve pas de mouton, c'est toujours que de l'agneau. De l'agneau, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe Je trouve que c'est un goût trop fort, hein. Mais qu'est-ce que les Français font Ah, mais c'est pas que les Français, hein. Je veux dire, au Kurdistan irakien, on mange très rarement de la viande de brebis. C'est la viande de brebis, c'est-à-dire en gros l'animal mature, entre guillemets, il n'est mangé que quand on est dans un système de réforme, c'est-à-dire qu'au moment donné où cette brebis elle a suffisamment donné et qu'on décide de s'en séparer parce que on a besoin de brebis plus jeunes. Et c'est à ce moment-là, éventuellement, qu'elle est mangée. Mais ce qui est commercialisé, c'est la viande d'agneau. Mais pas en Arménie. En Arménie, on a beaucoup de moutons. Oui, mais on a pareil. Je veux dire, il y a deux prix clairement différents pour les agneaux et pour le mouton. Ouais, oui. D'accord. Et je me demandais toujours pourquoi ici il n'y a jamais, mais vraiment, je n'ai jamais vu. Ce n'est même pas que j'ai vu parfois. On trouve à Barbès, par exemple. Mais je pense qu'il y a aussi non, mais bien sûr qu'il y a un marché de la brebis aussi grâce aux musulmans qui se sont installés, enfin grâce aux musulmans de France en fait, hein. Oui. Mais par contre, c'est surtout l'agneau, effectivement, l'agneau de lait, c'est-à-dire l'agneau qui n'est pas sevré, ou l'agneau de 6 mois, quoi. Parce que je pense aussi dans ce que tu disais avec le tomate, les agneaux avec le tomate, à la queue grasse, parce qu'il s'appelle tomate en arménien. C'est aussi, il y a un goût du gras qui est aussi culturel en fait. Non, c'est juste que tous ces agneaux ont des mères, j'imagine. Oui, donc, qu'est-ce qu'elles deviennent elles font du lait et elles continuent à faire des petits. Et on les tue. Et après, effectivement, une fois, à la fin, on les tue. Et on ne les commercialise jamais, en fait. Non, en général, en fait, je veux dire, c'est une viande très locale, utilisée par les villageois, etc. Pour le commerce de la viande de mouton, généralement, c'est des agneaux. C'est essentiellement que des agneaux, quoi. Enfin, mais ces agneaux, ils peuvent aller jusqu'à 6 mois, 8 mois, 9 mois, jusqu'à 1 an, en fait, hein.
Généralement, c'est voilà, de 3 mois à 1 an, on vend des agneaux. Mais les brebis, en fait, elles sont gardées donc, pour le lait et pour faire de l'agnelage, des agneaux. Et une fois qu'elles ont fini leur travail, elles sont, entre guillemets, le terme est réformées. Voilà. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible ce terme, mais je suis assez d'accord. Mais ça en dit long aussi sur le rapport qu'on a avec les animaux. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Juste, voilà, les alpages arméniens, et vous voyez, vous montrez ça à un éleveur français, mais il devient fou. Il dit, mais toute cette place!